16 h, merci de nous retrouver sur BFM TV. L'actualité cet après-midi, c'est la Guadeloupe, obligée de se reconfiner. L'île est confrontée à une situation catastrophique. Les nouvelles restrictions de déplacement entreront donc en vigueur demain soir pour une durée d'au moins 3 semaines. Et on apprend que la Haute-Corse a décidé de déclencher le plan blanc pour faire face à la saturation des hôpitaux. La question qui se pose également, c'est de savoir si un nouveau reconfinement guette aussi la métropole comme en Outre-mer. En tout cas, la situation vaccinale y est nettement meilleure que là-bas. Des hypothèses sont-elles sur la table en haut lieu? Décryptage dans ce journal. À l'étranger, la Turquie fait face à de gigantesques feux de forêt cet été. Des milliers de personnes évacuées. Une centrale thermique est maintenant menacée par les flammes dans le sud du pays. Et la colère monte contre les autorités turques pour leur mauvaise gestion de cette crise. Et puis nous continuerons de suivre les performances des athlètes français aux Jeux Olympiques aujourd'hui avec cette déception, il y a peu de temps, de Renaud Lavillenie à la perche qui repart donc de Tokyo sans médaille. Nous nous pencherons également sur la valeur justement de ces médailles glanées par les sportifs du monde entier. Allez, avant d'aller en Guadeloupe, on apprend cet après-midi que la Haute-Corse déclenche le plan blanc pour faire face à l'explosion des cas de Covid. Dans ce département, le taux d'incidence, regardez, atteint 847 cas pour 100 000 habitants. C'est le taux le plus fort après celui de la Martinique. Le plan blanc, on le rappelle, c'est ce dispositif qui permet de mobiliser davantage de moyens pour faire face à l'afflux de patients dans les hôpitaux, alors que l'hôpital de Bastia est actuellement au bord de la saturation. Et Outre-mer, après la Martinique et la Réunion, c'est donc désormais à la Guadeloupe de se reconfiner. Ça commence demain soir et pour au moins 3 semaines. Les nouvelles restrictions qui entrent en vigueur avec donc cette nouvelle durée, cette nouvelle restriction. Oui, la Guadeloupe fait face à une hausse fulgurante des cas de Covid et craint la saturation des hôpitaux. Pour faire le point sur la situation, Blandine Dalena. Le couvre-feu instauré le week-end dernier ne suffira pas selon les autorités locales. C'est pourquoi, à partir de demain, 20h, les restrictions de déplacement feront leur retour en Guadeloupe. La limite est fixée à 10 km autour de chez soi. Seulement un motif impérieux permettra d'y déroger, ainsi qu'une attestation. En revanche, entre 20h et 5h du matin, les Guadeloupéens devront respecter un couvre-feu. Qui dit confinement, dit aussi fermeture de nombreux établissements. Si les commerces restent ouverts et les restaurants uniquement le midi, les bars, gymnases, stades et piscines devront fermer leurs portes. Les mesures sont strictes car la situation est catastrophique selon les autorités de l'île. Le taux d'incidence a dépassé les 828 cas pour 100 000 habitants, selon le préfet. En 3 semaines, on a multiplié par 10 le nombre de cas positifs en Guadeloupe. Et donc, si on n'arrive pas à maîtriser, on ne sait pas comment est-ce qu'on finira concrètement dans une semaine ou dans 2 semaines. Si ça continue à se multiplier comme ça, on sera à plus de 10 000 cas, ce qui est absolument ingérable. Sur les derniers séquençages qui ont été faits des tests PCR, on a 60% de variant Delta qui est repéré. Dans les hôpitaux, la tension monte. Pour l'instant, 22 patients se trouvent en réanimation Covid sur une capacité totale d'environ 70 lits. Les soignants sont confrontés donc depuis les 4 derniers jours à une augmentation considérable du nombre de passages aux urgences dédiées à l'accueil des patients Covid. Il y a plus de 50 patients Covid qui se présentent par jour. Et donc, pour des chiffres qui étaient il y a encore 2 à 3 semaines, équivalent à 2-3 par jour. Parmi les malades, aucun n'a été vacciné. Et c'est ce qui explique une telle envolée de cas selon la préfecture. En Guadeloupe, un peu moins de 20% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Et conséquence de cette situation en Martinique, des renforts militaires sont arrivés sur l'île. Au total, une quarantaine de soignants et de logisticiens pour renforcer les équipes du CHU de Fort-de-France. Ils ont déployé un module de réanimation militaire et dès aujourd'hui, 5 lits de réanimation supplémentaires vont pouvoir fonctionner. Alors la saturation des hôpitaux va-t-elle gagner la métropole? Va-t-on vers un reconfinement comme en Martinique ou en Guadeloupe? On va voir que les situations sont quand même bien différentes. Ce qu'il faut connaître avec Anthony Lebos. Première explication, le taux de vaccination moins important en Outre-mer qu'en métropole. D'abord, un chiffre à vous montrer. En France, 63,5% de la population française a reçu au moins une dose de vaccin. Mais quand on se concentre particulièrement sur les territoires d'outre-mer, ce chiffre est beaucoup plus faible. Regardez la Martinique, seulement 20,13% de la population a reçu au moins une injection. En Guadeloupe, ce chiffre atteint 19,91%. Dernier exemple à vous montrer, la Guyane, avec 23,65% de la population qui a reçu au moins une dose de vaccin.
Et Anthony, autre grande différence, la vaccination chez les personnes âgées. Oui, et là, l'écart se creuse encore plus entre les territoires d'outre-mer et la métropole. En France métropolitaine, tous les départements ont plus de 70% de leurs résidents en EHPAD vaccinés avec au moins une dose, avec un chiffre à Paris qui atteint même 99%. C'est considérable, mais quand on regarde les chiffres en outre-mer, c'est encore bien plus faible. Avec en Guadeloupe, vous le voyez, 29,7% des résidents en EHPAD qui ont reçu au moins une injection. Et ce chiffre en Martinique atteint même 24,7%. Et il faut ajouter à cela, dans ces territoires d'outre-mer, de forts taux en ce moment de cas, des flambées de cas. Absolument, avec ce taux d'incidence qui a triplé en moins d'un mois en Guadeloupe. Le taux d'incidence qui atteint désormais en Guadeloupe 750 cas pour 100 000 habitants. En Martinique, c'est encore plus élevé avec 1068 cas pour 100 000 habitants, alors que le taux d'incidence moyen en France atteint, vous le voyez, 225 cas pour 100 000 habitants. Alors augmentation de cas qui entraîne forcément une augmentation des hospitalisations. Un petit point sur les chiffres de l'épidémie. En Martinique, vous le voyez, 198 personnes hospitalisées, 37 en réanimation. En Guadeloupe, 148 personnes hospitalisées, 23 en réanimation. Et le point commun à chaque fois, selon les autorités sanitaires locales, c'est que ces personnes hospitalisées sont globalement plus jeunes et pas vaccinées. Et face à cette flambée des cas, le reconfinement de ces territoires paraît la solution la plus adaptée, Anthony. Oui, c'est un petit peu l'unique solution parce que les territoires d'outre-mer résistent moins bien à la pression hospitalière qu'en métropole, que la France métropolitaine, parce que d'abord, par exemple, la Guadeloupe ou la Martinique ont besoin de lits, ils sont en manque de personnel aussi parce que les transferts de patients sont plus compliqués à réaliser qu'au sein de la métropole. Les trajets en avion de l'outre-mer vers la métropole sont plus longs et plus contraignants. La situation ultramarine, mais également en France métropolitaine. Les hospitalisations continuent de progresser, d'augmenter. Certaines régions sont proches de la saturation, mais la vaccination devrait permettre d'éviter un reconfinement. Le point avec Jules Boiteau. Avec la diffusion massive du variant Delta, 7840 malades du Covid sont actuellement hospitalisés en France. Dans l'hôpital Saint-André à Bordeaux, sur 14 lits de réanimation disponibles, 6 sont occupés par des patients Covid. Ici, la 4e vague est une réalité depuis quelques semaines, avec des patients âgés de 28 à 50 ans. Avec vraiment un profil de patients très jeunes qui nous a surpris. Beaucoup de variantes Delta et des patients qui n'ont pas de comorbidité particulière et qui ne sont pas vaccinés puisqu'ils ne se sentaient pas vraiment à risque, on va dire, de forme grave de Covid. Même constat à Marseille où le nombre d'appels au SAMU explose. On voit aussi dans le sud, en particulier dans les Bouches-du-Rhône, une augmentation très rapide des admissions en réanimation et à l'hôpital depuis une dizaine de jours. Pour le moment, les hôpitaux ne sont pas encore saturés, mais pour certains médecins, ils doivent s'y préparer. Il faut d'une part diminuer le nombre de patients et d'autre part augmenter les capacités de réponse. Et au niveau des ressources, soit des renforts en personnel, ce qui est très compliqué dans la situation actuelle, soit des transferts de patients vers des régions qui sont moins impactées actuellement. Selon Covid Tracker, le nombre d'admissions quotidiennes en soins critiques en France a augmenté de 82% en une semaine. Alors la vaccination reste la clé pour éviter la saturation des hôpitaux. On va regarder les derniers chiffres de Santé publique France. Plus de 35,5 millions de Français sont désormais entièrement vaccinés. 42 800 000 ont reçu au moins une dose. Et on rappelle l'objectif du gouvernement, c'est bien d'atteindre les 50 millions de primo-vaccinés d'ici la fin du mois d'août. On va voir si on avance à un rythme convenable dans ce centre de vaccination du 10e arrondissement de Paris où on retrouve Justine Fontaine. Bien que l'on soit en plein été, la vaccination ici se poursuit à un rythme soutenu. 1100 injections quotidiennement, c'est quasiment la capacité maximale de ce centre de vaccination. La seule différence, c'est que les quelques créneaux disponibles sur Doctolib mettent un petit peu plus de temps à être réservés. Alors pour être sûr que toutes les doses disponibles sont injectées chaque jour, ici la direction du centre invite les Parisiens qui souhaitent venir se faire vacciner à venir même sans rendez-vous. Alors les patients que nous avons rencontrés aujourd'hui nous expliquent venir se faire vacciner majoritairement à cause du pass sanitaire. Ils craignent les prochaines contraintes à venir dans les trains, les avions, les restaurants, les bars. Alors même s'ils ne souhaitaient pas vraiment se faire vacciner ou s'ils voulaient encore attendre un petit peu, ces personnes ont finalement décidé de venir se faire vacciner aujourd'hui. L'autre interrogation en plein été, c'est est-ce qu'il y a assez de personnel soignant pour assurer cette campagne de vaccination ? Dans ce centre, on nous assure que oui, la direction reçoit chaque jour des dizaines de candidatures d'internes en médecine, d'infirmiers, d'infirmières qui se rendent disponibles et qui souhaitent venir effectuer des vacations pour vacciner.
Et pour continuer d'inciter à la vaccination, Emmanuel Macron continue ses séances de questions-réponses sur les réseaux sociaux. Il s'agit pour lui de lever les inquiétudes de certains sur le vaccin. Le président de la République a publié une nouvelle vidéo sur son compte Instagram. Et cette fois-ci, il répond à cette question, ces interrogations sur la fabrication rapide du vaccin ou encore la technologie de l'ARN messager. Alors je vais être clair, le vaccin d'abord c'est français, c'est Louis Pasteur, ça fait un petit moment. Ensuite, grâce au vaccin, nous nous sommes débarrassés de plusieurs maladies. La variole depuis 1980, la poliomyélite et beaucoup d'autres. Et je vous rappelle que depuis 2018, 11 vaccins sont obligatoires pour nos enfants. Ensuite, l'ARN messager, à nouveau, découverte française et qui n'est pas d'hier, c'est de 1961. Ça fait donc 50 ans que les scientifiques du monde entier travaillent sur cette technologie pour lutter contre les cancers, contre les virus. Et il faut se féliciter que l'humanité ait réussi un exploit lors de ce Covid-19. Développer en un temps record, c'est-à-dire en moins d'une année, un vaccin grâce à cette technologie qu'on connaît depuis 50 ans. Parce qu'on a investi massivement, parce que des scientifiques ont fait un travail formidable. Voilà la réalité des choses et la vérité. Le vaccin sauve des vies. Emmanuel Macron a donc décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour tenter de convaincre le public jeune, un moyen qu'a également utilisé Joe Biden aux États-Unis. Il y a une différence près quand même. Le président américain, lui, ne se met pas lui-même en scène. On va vous retrouver, Pauline Simonet, en direct pour BFM TV à Washington. Pauline, Joe Biden, lui, fait plutôt appel à des influenceurs, des youtubeurs. Oui, effectivement, Joe Biden qui a fait appel à une armée d'influenceurs puisqu'il est confronté lui aussi à ce problème de retard de vaccination chez les jeunes de 12 à 18 ans. Ils ne sont que 42% à avoir reçu au moins une dose alors que la moitié des 18-40 ans est vacciné entièrement et 2/3 des plus de 50 ans. Alors le président âgé de 78 ans a effectivement jugé plus utile de faire appel à des stars de TikTok, YouTube, Twitch, Instagram pour parler directement aux adolescents. Il y a par exemple la star de la pop, Olivia Rodrigo, qui a même été invitée en personne à la Maison-Blanche pour répondre en direct aux questions des internautes sur les réseaux sociaux et elle a appelé à la vaccination. Les autorités espèrent évidemment toucher les millions d'abonnés à son compte Instagram où on peut voir d'ailleurs une photo d'elle et du président et un appel à la vaccination. Autre star de TikTok suivie par plus de 10 millions de personnes, Ellie Zeiler, entre deux vidéos de mode. Elle a accepté à la demande du président des États-Unis de diffuser des messages pro-vaccin et elle intervient régulièrement aux côtés du fameux conseiller Covid du président Joe Biden, Anthony Fauci, et elle lui pose toutes les questions qui lui passent par la tête sur la vaccination. Vous voyez, il y a d'autres grandes stars des réseaux sociaux qui vont faire le même exercice. L'objectif de la Maison-Blanche, c'est vraiment d'exister face à la multitude de messages de désinformation anti-vaccins qui pullulent sur ces réseaux sociaux dont raffolent les jeunes adolescents. On revient en France avec le pass sanitaire qui entrera en vigueur lundi prochain sous réserve de sa validation par le Conseil constitutionnel. Les sages se prononceront demain. Et en attendant, les restaurateurs qui seront concernés à partir de lundi peut-être se préparent déjà à devoir contrôler leurs clients. À La Roche-sur-Yon en Vendée, un appel a même été lancé à des retraités pour venir prêter main forte. Reportage de Cyprien Pazril. C'est en lisant son journal que Nicole, 68 ans, a découvert l'appel aux retraités pour contrôler les passes sanitaires. J'ai pas hésité une seconde, non. J'ai tout de suite été partante pour aider. Dès la semaine prochaine, elle ira donc bénévolement sur son temps libre donner un coup de main à l'entrée de restaurants et de cafés à La Roche-sur-Yon. C'est tout à fait gratifiant. Je peux rendre service, je sers à quelque chose. C'est important quand même de donner un peu de temps et de disponibilité. Une aide qui soulage Édouard, le patron du Café de la Poste. Bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille. Il a déjà du mal à trouver des bras pour servir ses 70 couverts chaque midi. Et même s'il arrivait à recruter, pour lui, il serait difficile de payer un salarié uniquement pour vérifier les passes. Condamner une personne à l'entrée de l'établissement, sachant qu'on a du mal à recruter, c'est quasiment impossible aujourd'hui. On ne sait pas comment on va le faire. Il faudrait une personne supplémentaire. Et on n'a pas les moyens d'augmenter nos menus de 2 ou 3 euros pour pouvoir payer quelqu'un en plus. Et en Vendée, ce sont déjà une trentaine de retraités qui ont proposé leur service à des restaurateurs.
Il était assez maussade en France en ce moment, vous l'avez sans doute constaté. En revanche, en Grèce, c'est la canicule, la pire même depuis 30 ans. Des températures qui ont atteint 45 degrés hier. Avec un pic aujourd'hui même à Athènes qui dépasse les 40 degrés cet après-midi. Le site de l'Acropole est d'ailleurs fermé au public pour éviter tout malaise. De nombreux incendies par ailleurs se sont déclenchés depuis ce week-end, notamment sur l'île de Rhodes. Pas loin de là, la Turquie est également touchée par cette vague de chaleur et par les incendies avec 130 feux de forêt depuis quelques jours. Des feux qui ont déjà fait 8 morts, des milliers de personnes ont dû être évacuées. Dans le sud du pays, les flammes se rapprochent d'ailleurs dangereusement actuellement d'une centrale thermique. Le gouvernement turc est la cible de toutes les critiques pour sa mauvaise gestion de la crise. Pierre Barbin. D'heure en heure, le feu se rapproche des quartiers pavillonnaires. Dans l'angoisse, les habitants doivent fuir au plus vite. Et face à l'urgence, certains prêtent main forte aux pompiers dans l'espoir de sauver ce qui peut encore l'être. Je me sens épuisé, sans aide. On ne peut rien faire de plus. Nos maisons brûlent, nos forêts s'embrasent. Depuis une semaine, la Turquie est victime de violents incendies. En cause des températures élevées qui dépassent les 40 degrés. Cette année, dans le pays, près de 95 000 hectares ont déjà brûlé. À Marmaris, les fermiers mettent leurs animaux en sécurité au plus loin des incendies. Un peu plus au nord, avec leurs propres moyens, les habitants tentent de braver les flammes. Tous s'estiment abandonnés par le gouvernement. Ça brûle, regardez, tout brûle. Il n'y a pas d'avion, pas d'hélicoptère, pas de camion. Comment on va éteindre ce feu? Comment? Pourquoi les avions d'il y a 10-20 ans sont cloués au sol dans les hangars? Les autorités nous disent qu'ils sont inutilisables. Pour faire face aux incendies, la Turquie a emprunté des canadaires à la Russie, l'Ukraine ou encore l'Iran. L'Union européenne, elle, vient d'envoyer 3 bombardiers d'eau. Il est 16h15, à 4h15, c'est l'heure d'ouvrir la page Giro. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et en direct, on vous retrouve, Maureen Lehou, en direct de Tokyo, de la rédaction d'RMC Sport. C'est une petite journée pour les Français aujourd'hui, d'autant plus que Renaud Lavillenie, on l'attendait, n'a pas brillé au concours de saut à la perche à cause d'une blessure. Oui, il n'y a pas eu de miracle, effectivement, pour le perchiste français Renaud Lavillenie. Il s'était blessé avant les Jeux Olympiques à une cheville et il a eu du mal, suite à cette blessure, à passer le stade des qualifications. Il a réussi à le faire et puis aujourd'hui, c'était le grand jour, c'était la finale. Mais malheureusement, entre les qualifications et la finale, il s'est blessé à l'autre cheville. Il avait donc des douleurs aux 2 chevilles. Et donc, il n'a pas réussi à être à son niveau, à tenir son rang. Le Français, il a passé la barre de 5,70 et puis ensuite, il a échoué aux barres plus hautes, donc pas de médaille effectivement pour le Français qui avait réussi à revenir à son meilleur niveau cette saison, qui espérait beaucoup de ces Jeux Olympiques, mais il doit donc se résigner et pas de médaille donc pour le perchiste français. Mais il y a quand même eu des belles nouvelles ici à Tokyo, avec notamment la 24e médaille de la délégation française qui est arrivée du cyclisme sur piste, avec les 3 pistards français en équipe qui sont allés décrocher le bronze en dominant les Australiens. Et puis aussi en sport collectif, des bonnes nouvelles avec la victoire des basketteurs français dans la douleur. Certes, un match qui, au bout du bout, les Français ont su trouver la solution dans les dernières secondes. Ils s'imposent face aux Italiens 84-75 et donc accès de demi-finale où ils retrouveront un gros morceau. La Slovénie, ce sera jeudi 13h heure française, avec notamment la star Luka Domkic. Et puis l'autre bonne nouvelle, elle est venue des handballeurs qui se sont qualifiés là pour le coup sans problème face au Bahreïn. C'était un petit peu plus tôt dans la matinée, 42-28, et les handballeurs français qui affronteront soit l'Allemagne, soit l'Égypte en demi-finale de ces Jeux Olympiques ici à Tokyo. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et même dans la chronique éco, on parle des JO. Votre programme avec les agences de papa. Vendez, achetez ou louez votre bien au juste prix. Les agences de papa révolutionnent l'immobilier.
Pierre Kupferman, l'actualité économique donc du côté de Tokyo aujourd'hui avec ces JO. On a eu 339 cérémonies de remise de médailles au programme pour ces JO de Tokyo. C'est un record, 32 en plus par rapport à Rio. On va justement se pencher maintenant sur l'aspect financier de cette pluie de médailles. Eh ben, peut-être que vous vous êtes posé la question de qu'est-ce qui gagne ces athlètes qui décrochent. Oui, on se pose la question. Vous voyez eh ben, ça dépend du pays qu'ils représentent. En fait, le comité olympique ne verse aucune prime et donc chaque pays est libre de rémunérer ou de ne pas rémunérer d'ailleurs ses champions. Ah oui. Alors on va prendre le cas de la France, c'est peut-être le cas qui nous intéresse le plus. Combien gagnent les médaillés français? Eh bien pour une médaille d'or c'est 65 000 €, pour l'argent c'est nettement moins 25 000 et pour le bronze c'est 15 000 €. Et ça c'est beaucoup ou pas par rapport à d'autres pays? Bah, ça dépend à qui on se compare. Alors, si on se compare aux États-Unis, la France est visiblement et nettement plus généreuse. Vous voyez les chiffres. Je vous ai converti le montant de la prime en euros. Ils sont évidemment payés en dollars. Donc 32 000 € pour l'or, 19 000 pour l'argent, 13 000 pour le bronze. Ensuite, si on regarde par rapport à nos voisins, là, on voit qu'il y a de vraies différences parce que l'Italie et l'Espagne sont clairement plus généreuses que la France, mais de l'autre côté, l'Allemagne l'est beaucoup moins. Alors quel est le pays le plus généreux? Eh ben, c'est Singapour. Vous allez voir, c'est assez phénoménal. 627 000 € pour l'or. Ah oui, quand même. 313 000 € pour l'argent, 241 000 € pour le bronze. Bon, en même temps, depuis que ce petit pays participe aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire depuis 1948, ces athlètes n'ont remporté que 5 médailles. Donc, vous voyez, c'est relatif. Et puis, d'ailleurs, d'une façon générale, on peut dire que moins un pays a de chances de remporter des médailles, plus il est généreux avec ses champions olympiques. On peut, par exemple, citer l'Estonie, qui fait partie des nations les plus généreuses dans l'Union européenne, puisqu'elle offre une prime à vie à ses athlètes qui décrochent l'or. C'est 4 600 € par an. Alors, si ça dure un peu, si on a sa médaille à 20 ans, qu'on vit très longtemps, ça finit par faire une somme. Alors, est-ce qu'à l'inverse, il y a des pays beaucoup moins généreux qui, par exemple, ne verseraient aucune prime à leur médaille olympique? Oui, vous avez 2 pays où les athlètes, et c'est 2 grands pays, où les athlètes reviennent juste avec leur médaille, c'est déjà pas mal, vous me direz. C'est le Royaume-Uni et la Suède. Pas de prime financière pour les médaillés olympiques dans ces 2 pays. C'était votre programme avec les agences de papa. Vendez, achetez ou louez votre bien au juste prix. Les agences de papa révolutionnent l'immobilier. La crise sanitaire toujours à la une de l'actualité. Cet après-midi, on apprend que la Corse déclenche le plan blanc à l'échelle régionale pour faire face à la flambée des cas de Covid. Le plan blanc, un dispositif pour mobiliser davantage de moyens pour faire face à la saturation des hôpitaux. On y revient dans les prochaines minutes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en live ou en replay, toutes les chaînes RMC BFM sont réunies sur la toute nouvelle plateforme à la demande RMC BFM Play. Où que vous soyez, partout, tout le temps, quand vous voulez. RMC BFM Play, s'informer, découvrir, explorer, disponible gratuitement sur mobile, tablette et web sur rmcbfmplay.com. « 52% des automobilistes ne font pas confiance aux garagistes. Avec idgarage.com, trouvez les meilleurs garages, comparez les prix et les avis clients et économisez. idgarage.com. Les meilleurs garages au meilleur prix. Chez Kabaya, on sait que vous n'êtes pas des moutons. Bah oui, vous êtes unique. Alors on a créé des sacs à dos qui vous ressemblent, qui s'adaptent à vos envies et qui durent toute la vie. Avec Kabaya, soyez libre d'être vous. Alors à tout de suite sur kabaya.fr. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 55 ans et je vais attaquer aujourd'hui le programme Comme j'aime. Ça, c'était moi il y a 6 mois, avec 15 kilos en plus et 27 cm de tour de taille en plus. Alors, il n'y a pas photo. Je le vois bien dans la vie de tous les jours, ça a changé. Physiquement, ça a changé. Alors vous aussi, faites comme Stéphane. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Ou appelez le 0800 534 534. commej'aime.fr. Help me decide whether to climb a hill or shoot for the moon.
Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Écoutons les questions de nos enfants. Pourquoi il est malade? Pourquoi on ne peut pas le soigner? Pourquoi il travaille? Pourquoi ils vont pas à l'école? Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle n'a rien à manger? Nos enfants sont témoins de la souffrance des autres enfants. Il est temps de les écouter. Chaque jour sur le terrain, les équipes d'UNICEF viennent en aide à ces enfants en danger. Pour tous ceux que nous devons sauver, agissez en appelant maintenant le 0801 903 903. Donnez 10 € par mois pour offrir à chaque enfant des aliments nutritifs. 10 € par mois pour recevoir les soins dont il a besoin. Pour avoir la chance d'aller à l'école. Avec 10 € par mois, vous permettez à UNICEF de donner un avenir à chaque enfant en détresse. C'est des enfants comme moi. Il faut les aider. Appelez dès maintenant le 0801 903 903. Merci. Nous, on ferait n'importe quoi pour rester à la maison. Avec Alliance Piscine, partez en vacances toute l'année sans bouger de chez vous. Et pour 1 € de plus, votre piscine avec chauffage connecté. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Et oui, c'est les vacances, notre rendez-vous estival qui s'arrête en Bretagne toute cette semaine. Destination idéale si vous recherchez du calme et de la nature. Il faut dire que le tourisme rural a particulièrement la cote cet été et les gîtes ruraux font le plein de touristes à la recherche de bien-être. Élise Phillips et Amine Mohamed en Bretagne. Bon Christophe, Vincent, ça va bien? Christophe et Vincent ne se connaissaient pas, mais ils ont fait le même choix pour leurs vacances en famille. Partir dans les terres, loin des foules et du Covid. Un petit verre alors? Il y a une influence plus au niveau du littoral, donc à partir de là, c'est vrai qu'on a un peu fui, si vous me permettez l'expression. Ce qu'on a voulu, nous, c'est chercher ce coin de verdure qui nous manquait. C'est forcément lié un petit peu à la crise sanitaire. L'idée, c'est de pouvoir respirer, de pouvoir se balader avec de l'espace, sans avoir plein de monde autour de soi. Un tourisme au plus près de la nature de plus en plus plébiscité depuis la crise sanitaire. Dans ce coin de campagne en plein milieu du Morbihan, où le réseau est rare, presque tous les gîtes affichent complets. On est en pleine nature, oui bien sûr. Par derrière, ici, c'est les bois. Sur leur propriété, Raymond et Charles ont plus d'une centaine d'animaux et 6 gîtes. Comme taux d'occupation, pour le mois de la période d'été, c'est 100%. Hein. Il y a un besoin de se retrouver dans des espaces libres, pas se retrouver confinés. Le tourisme rural, un phénomène difficilement quantifiable mais bien réel. Et pour le maire de cette commune, le charme bucolique des terres morbihanaises n'est pas pour rien. Il y a le littoral vert, le long des canaux notamment, et la découverte d'autres lieux avec des traditions, avec une qualité de vie et un tourisme sans doute plus lent. Et si l'engouement pour les grands espaces se confirme, la crise sanitaire pourrait avoir bouleversé sur le long terme nos habitudes de vacances. Vous avez regardé votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Et quel temps pour vos vacances? On retrouve Kevin Fleury. La météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi. Et malheureusement, pour ces prochaines heures, c'est bien le mauvais temps qui va gagner son match contre le soleil, y compris sur les côtes méditerranéennes, qui sont restées jusque-là épargnées par le mauvais temps, par les nuages, par les précipitations. On voit en effet ces dernières heures que la Corse et les Alpes-Maritimes sont restées sous le soleil, à l'écart des précipitations, en revanche très nombreuses, notamment dans le nord-ouest de la France. Ce mercredi matin, changement d'ambiance, regardez les prévisions de Météo France, quasiment toute la France sous les précipitations, et notamment ici, entre les Pyrénées, la Lozère, l'Aveyron, avec des quantités
pieds de pluie d'ailleurs assez soutenus. Ces précipitations qui vont se décaler ensuite dans le courant de l'après-midi en direction notamment des Alpes du Sud, toujours avec de bons cumuls à proximité de la vallée du Rhône. Et puis à l'arrière, un ciel malheureusement très mitigé avec des nuages bien présents, parfois quelques ondées, y compris là où le soleil sera un peu plus généreux, entre l'intérieur de la Normandie, les Hauts-de-France et sur les Ardennes. On pourrait retrouver également un petit peu de soleil, mais alors vraiment uniquement sur la partie littorale, vous le voyez à proximité des Alpes-Maritimes. Et puis la Corse sera la seule région de France qui restera à l'écart des pluies. Alors les précipitations bien présentes, la fraîcheur qui l'est tout autant. Regardez cette masse d'air qui reste complètement bleue, notamment sur la moitié nord du pays. 11-12 degrés pour commencer la journée à proximité des bords de Manche, 13 degrés pour la montagne de Reims, 15 pour les Bordelais, 15 également de l'autre côté ici pour Lyon, déjà une vingtaine de degrés à proximité de la Méditerranée. Puis pour demain après-midi, ça va avoir encore du mal à grimper tout cela, avec même une baisse sur les régions les plus au nord, pas plus de 23 degrés pour les Bordelais. Regardez seulement 24 sous la pluie pour les Marseillais. Il va vraiment falloir partir sur la partie sud de l'île de Beauté pour essayer d'avoir 30 degrés sous le soleil, en tout cas sous un ciel qui restera voilé mais lumineux. Puis sur la moitié nord, ça grimpera un petit peu pour atteindre 22 degrés entre Lille et Paris. C'était la météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Les titres à la une de votre journal de 16h30 sur BFM TV. La Corse déclenche cet après-midi le plan blanc régional. Décision de l'Agence régionale de santé qui mobilise ainsi plus de moyens d'urgence pour faire face à la flambée des cas de Covid ce dernier mois. Après la Martinique, l'île compte le deuxième taux d'incidence le plus élevé, 647 cas pour 100 000 habitants. La situation est encore plus critique en Haute-Corse. Situation très compliquée également en Martinique, à La Réunion et désormais en Guadeloupe, obligé de se reconfiner à partir de demain soir. Les déplacements seront de nouveau limités, les bars et restaurants fermés. Sous réserve de la validation jeudi du Conseil constitutionnel, le pass sanitaire étendu entrera en vigueur lundi prochain. Les restaurateurs seront concernés et dès aujourd'hui, des établissements des départements les plus touchés par la 4e vague, en Vendée ou encore en Haute-Corse, organisent des contrôles des passes de leurs clients. Et nous reviendrons sur la terrible explosion dans le port de Beyrouth. C'était il y a un an. La catastrophe avait fait 214 morts et 6500 blessés. Vous verrez qu'un an après, la capitale libanaise est toujours traumatisée. Le plan blanc est donc déclenché depuis ce début d'après-midi en Corse, à l'échelle de la région l'île de Beauté, qui avec un taux d'incidence de 647 cas positifs pour 100 000 habitants, subit depuis un mois une flambée des cas de Covid. Le taux d'incidence est même de 847, vous le voyez en Haute-Corse, moitié moins en Corse du Sud. Et à Bastia, l'hôpital est au bord de la saturation. On rappelle que le plan blanc a pour vocation de mobiliser en urgence plus de moyens pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle et donc absorber l'afflux de patients. La situation sanitaire est bien plus difficile donc en Outre-mer après la Réunion et la Martinique. C'est désormais la Guadeloupe qui se reconfine. Ça commence demain à 20h et pour au moins 3 semaines. La directrice générale de l'ARS a décrit une situation catastrophique à la Guadeloupe. Sur les 22 patients actuellement en réanimation, aucun n'était vacciné, a-t-elle précisé. Le préfet de Guadeloupe dresse un tableau sanitaire préoccupant. On l'écoute. Concrètement, on a un taux d'incidence qui est au-dessus de 600 pour 100 000 habitants. Il était de la moitié, il était d'un tiers, il y a une semaine. On a un taux de positivité qui est à plus de 17% et un facteur de renouvellement, donc facteur R, qui est à 2,34. Donc ça veut dire que pour un cas positif, on en a 1,5 ou quasiment 1,5 qui vient derrière. Donc ça veut dire qu'on a devant nous, on a une augmentation qui arrive, qui continue. Et donc c'est ces chiffres-là qui avec une pente qui est très très forte. En 3 semaines, on a multiplié par 10 le nombre de cas positifs en Guadeloupe. Et donc si on n'arrive pas à maîtriser, on ne sait pas comment est-ce qu'on finira concrètement dans une semaine ou dans 2 semaines. Et conséquence, au-delà du reconfinement de la Guadeloupe, la préfecture décrète également un couvre-feu. Il est avancé à 20h. Des restrictions de déplacement sont également décrétées avec attestation dérogatoire ou encore la fermeture des bars et des salles de sport. L'hypothèse d'un reconfinement en métropole est-elle envisagée par les plus hautes sphères de l'État? Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV nous répond.
Les taux d'incidence ne sont pas aussi élevés en métropole qu'ils le sont dans les Antilles. Même pour les 2 départements qui ont le taux d'incidence le plus élevé, c'est-à-dire la Haute-Corse avec 847 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine et les Alpes-Maritimes avec 746. On n'a pas du tout, d'abord, quand même, on n'atteint pas les 1068 de la Martinique. Et la deuxième raison, évidemment, c'est la différence de couverture vaccinale, puisque pour des incidences à peu près, des taux d'incidence à peu près équivalents, on a 3 fois plus de personnes vaccinées en métropole. Ça veut donc dire qu'on espère qu'à un moment, la propagation de l'épidémie atteindra un palier. Troisième raison, bien sûr, c'est la question évidemment épineuse des transferts de patients. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué, on l'avait vu notamment en cours de première vague, de transférer des patients depuis les Antilles. Ce sont des trajets qui sont très longs, donc il faut forcément des patients très stabilisés et évidemment, ils ne peuvent se faire qu'au compte-gouttes. Alors qu'en métropole, évidemment, on peut faire des transferts de patients entre différents CHU, entre différentes régions. Enfin, la dernière raison, c'est aussi que, notamment en Martinique, le Delta n'est toujours pas majoritaire. Donc ça veut dire qu'on craint malheureusement, au moment où il deviendra majoritaire, une propagation encore plus forte de l'épidémie, ce qui n'est pas le cas en métropole puisqu'on a déjà un Delta majoritaire. Donc pour toutes ces raisons, la situation très particulière des Antilles n'est pas transposable à la métropole à ce stade. Après, en métropole, on peut toujours avoir, comme on l'a depuis le début de l'épidémie, d'autres mesures localisées, territorialisées, laissées à la main des préfets, c'est-à-dire un renforcement d'éventuels couvre-feu, même si c'est vraiment en dernière extrémité, et puis l'abaissement des jauges et l'interdiction de certains rassemblements. L'analyse d'Anne Sera-Dubois. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron a décidé de se coller lui-même à l'exercice de la pédagogie sur le vaccin. Pendant ses vacances au fort de Brégançon, le chef de l'État a publié des vidéos en mode selfie sur les réseaux sociaux. Il s'agit donc de répondre aux inquiétudes de certains sur cette vaccination, avec ces réponses très précises ce matin sur l'ARN messager notamment. Écoutez. Alors je vais être clair, le vaccin d'abord c'est français, c'est Louis Pasteur, ça fait un petit moment. Ensuite, grâce au vaccin, nous nous sommes débarrassés de plusieurs maladies. La variole depuis 1980, la poliomyélite et beaucoup d'autres. Et je vous rappelle que depuis 2018, 11 vaccins sont obligatoires pour nos enfants. Ensuite, l'ARN messager, à nouveau, découverte française et qui n'est pas d'hier, c'est de 1961. Ça fait donc 50 ans que les scientifiques du monde entier travaillent sur cette technologie pour lutter contre les cancers, contre les virus. Et il faut se féliciter que l'humanité ait réussi un exploit lors de ce Covid-19. Développer en un temps record, c'est-à-dire en moins d'une année, un vaccin grâce à cette technologie qu'on connaît depuis 50 ans. Parce qu'on a investi massivement, parce que des scientifiques ont fait un travail formidable. Voilà la réalité des choses et la vérité. Le vaccin sauve des vies. Et ce sera peut-être une prochaine question à laquelle Emmanuel Macron devra répondre. Les personnes complètement vaccinées doivent-elles avoir une piqûre de rappel dans les prochaines semaines? Israël a déjà franchi ce pas et plus près de nous, l'Allemagne annonce également qu'elle va proposer ce rappel dès la rentrée. On retrouve immédiatement à Berlin notre correspondant Pascal Thibault. Pascal, quelles sont les dernières informations donc sur cette troisième dose? À qui s'adressera-t-elle? Alors cette troisième dose, elle sera proposée à partir du 1er septembre aux personnes les plus vulnérables, donc avant tout les personnes les plus âgées, mais aussi des personnes qui souffrent de maladies immunitaires qui pourraient les fragiliser si elles devaient être infectées malgré leur double vaccination déjà subie. Elles pourront, les personnes qui font partie de ces groupes, bénéficier de ce rappel si la deuxième vaccination remonte à au moins 6 mois. Et puis, autre précision, et ça sera une vaccination avec un vaccin Moderna ou BioNTech Pfizer, donc avec ARN messager. Et les personnes qui ont eu une vaccination uniquement avec AstraZeneca ou une vaccination avec une piqûre unique de Johnson & Johnson, ces personnes pourront aussi bénéficier de cette protection renforcée en quelque sorte, en bénéficiant elles aussi d'une troisième ou deuxième, ça dépend, vaccination avec un de ces vaccins à ARN messager. Donc tout cela à partir du 1er septembre dans les centres de vaccination ou chez les médecins de ville. Le pass sanitaire en France, objet de crispation, c'est pour des dizaines de milliers de personnes encore. On les a vus manifester le week-end dernier. Si le Conseil constitutionnel valide le texte, cet outil de lutte contre les contaminations sera généralisé dès lundi prochain, notamment dans les restaurants. Et d'ores et déjà, plusieurs départements particulièrement touchés par la 4e vague le test pass sanitaire. C'est le cas de la Haute-Corse. Reportage à Calvi, Élise Breteau avec Pierre Barbin. Pour prendre une boisson en terrasse ici, il faut d'abord montrer son pass sanitaire.
Depuis une semaine, l'établissement est en phase d'expérimentation. Le peu d'étrangers qu'il y a, ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande le pass sanitaire. Mais sinon, au niveau de la clientèle française et les locaux, eh bien, tout rentre dans l'ordre et tout le monde joue le jeu. En Corse, 13 bars et restaurants participent à cette opération. Les clients, eux, s'adaptent facilement. C'est quand même très rapide. Comme on disait, c'est le temps de payer. Donc c'est suffisamment rapide, il faut le faire. Je trouve que c'est bien. Pour eux, pour nous, et puis pour suivre les règles qui nous sont demandées. Sur sa terrasse, cet établissement peut accueillir jusqu'à 150 couverts. Mais le gérant regrette la mise en place du pass sanitaire car jugée trop contraignante. À l'intérieur, ça aurait été bien. À l'extérieur, dans une grande terrasse comme ça où les gens rentrent de tous les côtés, c'est vraiment compliqué. Des fois, j'ai 3 personnes mobilisées. Et puis, il y a moi, il y a un autre employé, et puis il y en a un autre. Quand ils arrivent tous en même temps, c'est vraiment compliqué. Il y a des fois, on ne sait plus si on a pris les gens. Cette expérimentation permet de déceler les éventuelles problématiques du pass sanitaire. Il entrera en vigueur le 9 août dans tous les bars et restaurants du territoire. Dans l'actualité à l'international à présent, il y a presque un an, jour pour jour, le 4 août 2020, cette double explosion à Beyrouth, dans le port. Un an après, vous allez le voir, la capitale libanaise porte toujours les stigmates et la population est toujours très traumatisée. David Kouloum avec Laetitia Soudi. Un an après, les gravats ont laissé place aux échafaudages. Si certains immeubles sont toujours inhabitables, d'autres ont repris vie. Après des mois de travaux, le restaurant d'Aline a fait peau neuve. Alors ici, c'est comme le jardin d'hiver, c'était fermé et c'était la partie la plus dangereuse. On a eu 5 blessés ici. Et on a tenu à refaire comme il était avant. On veut garder, on veut se souvenir et on ne veut pas oublier. Un bruit, une image suffisent à faire ressurgir le passé. Par exemple, j'étais sur Instagram et je vois chaque fois l'explosion et chaque fois, c'est comme si c'était maintenant, comme si je revis. J'ai toujours la chair de poule, j'ai un crampe à l'intérieur. Symbole de cette catastrophe, ces silos éventrés qui surplombent le port de Beyrouth. Faut-il les raser ou les conserver comme lieu de mémoire? La question se pose, mais avant cela, les rescapés et les familles de victimes réclament une chose, la justice. En un an, l'enquête n'a pas abouti et personne n'a été condamné. This is my father. C'est mon père. Il est écrit, c'est le gardien des silos de blé. Élie a perdu son père dans cette explosion. 38 ans qu'il travaillait dans ces silos. Aujourd'hui, son fils attend toujours des réponses. À la télévision, il n'en peut plus de voir les hommes politiques se renvoyer la balle sans assumer. Mon père a travaillé pendant les guerres et les crises. Et il a été tué par son propre État, par ceux qui doivent normalement le protéger. Des familles ont même lancé un ultimatum aux autorités. Lever l'immunité de certains suspects avant demain, sous peine de représailles. Et 16h41, dans un instant, on refait un point complet sur la crise sanitaire en France. À tout de suite sur BFM TV. À chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés. Tout commence ici, avec un pot rempli de possibilités. Le changement commence avec du luxe Valentine.
voiture vous le dit, allez chez Rodi. Pour la réalisation d'une révision constructeur Rodi, recevez 50 € en bon d'achat. Les routiers de l'extrême, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte. Savez-vous que Comme J'aime, c'est aussi Comme J'aime Express, votre programme minceur pour perdre rapidement du poids? En commençant maintenant Comme J'aime Express, dans 2 mois, vous aurez perdu jusqu'à 8 kilos. Et oui, jusqu'à 8 kilos en moins, c'est ce que vous propose le programme Comme J'aime Express. Alors n'attendez plus pour perdre vos kilos superflus. La solution, c'est Comme J'aime Express. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Mes clients, ils ont enfin pu aller à la plage. Mais là, le pare-brise s'est fissuré. Sans attendre, ils ont pris rendez-vous sur carglass.fr. C'est simple, ils choisissent le lieu, le créneau. En quelques clics, c'est fait. Comme ça, pas de changement dans leur programme. Alors vous aussi, même en vacances, prenez rendez-vous sur carglass.fr. Et pour être certain d'arriver directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. Carglass remplace. Et en ce moment, Carglass vous offre 1 an d'abonnement à l'application Coyote. Le risque pour Arthur, pompier, c'est d'aller trop vite quand son bipersonne. GMF inclut donc l'assistance serrurerie 24h/24 dans votre assurance habitation Domopass. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Acheter une voiture d'occasion peut parfois réserver de mauvaises surprises. Évitez le baratin de certains vendeurs. Évitez les négociations embarrassantes. Évitez les frustrations. Et adoptez la nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. Avec 14 jours d'essai et 12 mois de garantie. Airnext, des voitures de qualité en toute sérénité. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is fit. Donnons une seconde vie à nos téléphones avec le programme RE. Orange. Lorina, la limonade qui fait pétiller les Français. Help me decide whether to climb the hill or shoot for the moon. Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Le rappel de l'information à 16h45, la Corse qui déclenche le plan blanc cet après-midi, décision de l'Agence régionale de la santé qui mobilise ainsi plus de moyens d'urgence pour faire face à la flambée des cas de Covid ce dernier mois. Après la Martinique, l'île compte le 2e taux d'incidence le plus élevé, 647 cas sur toute l'île. La situation est encore plus critique en Haute-Corse avec un taux d'incidence de 847 cas pour 100 000 habitants. Situation très difficile également en Guadeloupe, qui doit se reconfiner à partir de demain soir. Les déplacements seront de nouveau limités avec les bars et restaurants fermés. L'île antillaise fait face à une explosion des cas de Covid et une saturation de ses hôpitaux. Et c'est donc en ce milieu d'après-midi que tombe cette 4e question-réponse d'Emmanuel Macron aux Français, le président de la République. Vous allez voir, en polo au croco dans sa salle à manger pendant ses vacances au fort de Brégançon et qui répond toujours sur les réseaux sociaux à cette question sur d'éventuels effets secondaires du vaccin contre le Covid. 4e question, le vaccin a des effets secondaires. Je me suis fait vacciner comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas eu d'effets secondaires. Et quand on regarde les choses, en France, on a eu plus de 70 millions de doses injectées et moins de 65 000 effets secondaires qui ont été répertoriés, et parmi eux une écrasante majorité d'effets secondaires extrêmement bénins, c'est-à-dire de la fatigue, un peu de fièvre qui dure 1 ou 2 jours. Les formes graves sont très très rares. À l'inverse, le Covid, lui, a tué plus de 4 millions de personnes depuis le début de l'épidémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en fait beaucoup plus. Pour être simple, vous avez plus de chances d'avoir des problèmes, de prendre des grands risques quand vous prenez votre voiture que quand vous vous faites vacciner. Je vous le dis sincèrement, la vaccination sauve des vies.
Voilà donc pour cette nouvelle vidéo d'Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV nous a rejoint sur ce plateau. Bon, on va passer sur le col relevé du polo sur cette vidéo. On voit très clairement qu'Emmanuel Macron... Et pourtant, il faudra en parler. Mais... il y a sans doute matière à en parler effectivement. On se rend compte que plus que jamais, Emmanuel Macron, c'est le VRP de la vaccination. Oui, exactement. Et encore une fois, c'est vrai que c'est surprenant de le voir dans cet exercice parce que l'exécutif a vraiment cherché une figure pour incarner. Et finalement, c'est le président de la République qui s'y colle. En tout cas, sur cette dernière vidéo, les effets secondaires, c'est vrai que c'est une question qui est beaucoup revenue dans les commentaires en dessous des propositions de questions-réponses du chef de l'État. Et donc, le chef de l'État y répond aujourd'hui avec toujours un peu les mêmes éléments de langage. Depuis le début, on comprend bien, c'est opposer le virus qui tue et le vaccin qui sauve des vies. C'était effectivement exactement cette formulation. Il y a 2 vidéos de ça. Le virus tue, le vaccin sauve des vies. Et là, c'est effectivement une comparaison entre l'extrême minorité de cas qui ont été touchés par des effets secondaires après de la vaccination. 65 000 cas d'effets secondaires qui ont été répertoriés en France, nous dit le chef de l'État, sur 72 millions de doses injectées, comparativement effectivement au virus qui tue. Alors là, on sort évidemment du cas de français, il ne l'a pas précisé le chef de l'État, mais évidemment que le Covid n'a pas tué 4 millions de personnes en France, mais 4 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. En fait, beaucoup plus. Donc c'est toujours un peu marketé de la même façon, puisqu'on parlait de VRP de la vaccination, marketé de la même façon avec des mêmes éléments de langage, martelé, le vaccin sauve des vies, le virus tue, et puis quand même cette personnalisation dans la vidéo, le chef de l'État lui-même qui dit moi je me suis fait vacciner, j'ai pas eu d'effets secondaires, et puis toujours essayer de chercher un peu les éléments de la vie quotidienne. En l'occurrence, vous avez plus de risques d'avoir des problèmes si vous prenez votre voiture que si vous vous faites vacciner. On a toujours le même objectif côté exécutif, 50 millions de Français vaccinés d'ici la fin août. Il est où, juste pour terminer, sur cette image? Alors il est à Brégançon. Pour ceux qui le découvrent, qui ont déjà vu cette maison, cette résidence des chefs de l'État, c'est dans le Var, juste à côté de Bormes-les-Mimosas. C'est une très belle maison qui a été occupée aussi par Jacques Chirac, un peu moins par Nicolas Sarkozy et François Hollande. Un peu par Nicolas Sarkozy, lieu de villégiature bien connu des présidents, et qu'on peut voir lors des journées du patrimoine et qu'on ne voit pas en été puisque le président y réside. Mais là, vous avez une petite vue sur la salle à manger avec la bibliothèque derrière. Voilà, toujours l'opération Conviction pour le président en résidence d'été à Brégançon. Tout de suite, la culture. Votre programme commence dans 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. Et en ce moment, les Jeux Olympiques de Tokyo, Fanny, sont l'occasion de nous intéresser un petit peu à la culture japonaise et notamment ces fameuses bandes dessinées. Oui, parce que le Japon, on le sait tous, c'est le pays du manga. Il s'en vend des millions. Les magasins entiers sont consacrés et attirent même des fans venus du monde entier. Reportage de nos envoyés spéciaux à Tokyo, Antoine Lard et Audrey Allos. Il travaille devant son ordinateur 10 heures par jour en moyenne. Je finis un manga sur un groupe de rock. Keita Uehara est dessinateur de manga. Dessin, scénario, dialogue, il doit travailler vite. Les cadences sont infernales. Je travaille 6 à 7 jours par semaine. Les délais sont souvent serrés, mais j'adore ce métier car il me permet de transmettre des émotions aux gens. Un rythme effréné pour satisfaire l'appétit des lecteurs. Car au Japon, le manga est un pilier de la culture. Plus de 300 millions de mangas sont vendus chaque année au Japon. La production est industrielle et voici le magazine manga le plus vendu du pays. Il est épais comme un annuaire téléphonique, 500 pages de dessins au total et il en sort un comme ça chaque semaine. Dans ce magasin spécialisé, sur plusieurs étages, des kilomètres d'ouvrages sur les rayons. Ici, on vient chercher des livres anciens et rares. Certains passionnés sont prêts à débourser des fortunes. Celui-là coûte 6 000 €. C'est un manga dessiné il y a 60 ans par le créateur d'Albator. Le responsable du magasin explique que le manga touche toutes les générations. La production de manga est tellement importante que chacun peut trouver une histoire qui lui plaît. Et puis les lecteurs s'attachent aux personnages qui sont très travaillés. Un succès qui depuis longtemps a traversé les frontières. Cet étudiant arrive de France, des étoiles plein les yeux. Il y a un certain émerveillement de venir dans ce genre d'endroit. Il n'y a qu'ici, je pense, où on pourrait avoir toute la collection dans l'ordre et c'est un endroit assez exceptionnel ici. La France qui est devenue le 2e pays du manga, la moitié des BD vendus chez nous sont désormais japonaises.
Votre programme est fini depuis 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. La météo, Kevin Fleury. La météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Et si vous êtes en ce moment sur les bords de la Méditerranée, vous avez dû sentir le vent un petit peu tourner. En tout cas, l'impression de beau temps se calmer. Regardez les nuages que l'on observe depuis plusieurs heures maintenant au-dessus ici du Lavandou. Ça annonce un changement de temps et sérieux pour les prochaines heures. Et oui, toujours avec ce flux d'ouest, cette véritable autoroute à nuages installée ici sur la France. On voit toute cette humidité, ces nuages qui sont rabattus sur le pays avec des précipitations parfois assez intenses, notamment dans le centre-ouest tout au long de la journée de mardi. Et ce n'est pas terminé. Les prévisions de Météo France sont malheureusement assez chaotiques, et notamment sur la partie sud pour ce mercredi matin, avec des précipitations assez soutenues entre les Pyrénées, l'Aveyron, la Lozère, 30-40 mm de pluie quand même en seulement quelques heures. Précipitations également à prévoir ici entre les Pays de la Loire et le Jura. Au nord, ce sera un petit peu plus beau. On aura quand même quelques gouttes à proximité des frontières du nord-est. Et puis regardez bien la carte, la seule région de France qui va passer à travers les gouttes, c'est la Corse. Malgré un ciel voilé, un ciel nuageux, le beau temps sera bien présent et ça se confirmera côté température. Sinon, pour ce mercredi après-midi, très peu d'évolution. On va avoir ces pluies assez intenses qui vont se décaler ici en direction des Alpes du Sud. Alors regardons la masse d'air, elle est encore très bleue sur une grande moitié nord du pays. 11, 12, 13 degrés à peine pour ce mercredi matin. Dans le nord-ouest, 10 même seulement ici à Auxerre, 20 degrés pour les Alpes-Maritimes. Et puis dans le courant de l'après-midi, regardez bien la Corse. Oui, avec l'ensoleillement et surtout les gouttes de pluie qui resteront à l'écart de l'île de Beauté, le thermomètre va de nouveau grimper. 28 à Bastia, 30 degrés pour Ajaccio. Et ce sera beaucoup plus frais sur le continent, à peine 23 degrés pour les Rennais, 22 degrés pour Paris, quasiment aussi chaud à Paris d'ailleurs qu'à Montpellier ou encore à Perpignan. C'était la météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Jusqu'au 8 août, BFM TV prend la direction de Tokyo au Japon pour les Jeux d'été 2021. Tous les jours, suivez toute l'actu des Bleus, nos plus belles chances de médailles et tous les résultats. Les Jeux d'été 2021 à Tokyo, à suivre jusqu'au 8 août sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. T'as l'air prête pour les vacances? Ouais, je sors de chez Profil Plus. T'as fait les pneus et les freins? Bah oui, c'est pas tout, il y a aussi la vidange. Et pour moi, c'est maintenant. Profites-en bien. Attention, ça démarre. Profil Plus, bien plus que des pneus. Chez Profil Plus, jusqu'à 120 € remboursés sur les pneus Bridgestone. Et un grand jeu de l'été 100% gagnant. Nous, on ferait n'importe quoi pour rester à la maison. Avec Alliance Piscine, partez en vacances toute l'année sans bouger de chez vous. Et pour 1 € de plus, votre piscine avec chauffage connecté. Chez Cabaya, on sait que vous n'êtes pas des moutons. Bah oui, vous êtes unique. Alors on a créé des sacs à dos qui vous ressemblent, qui s'adaptent à vos envies et qui durent toute la vie. Avec Cabaya, soyez libre d'être vous. Alors à tout de suite sur cabaya.fr. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 55 ans et je vais attaquer aujourd'hui le programme Comme j'aime. Ça, c'était moi il y a 6 mois, avec 15 kilos en plus et 27 cm de tour de taille en plus. Alors, il n'y a pas photo? Je le vois bien dans la vie de tous les jours, ça a changé. Physiquement, ça a changé. Alors vous aussi, faites comme Stéphane. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Ou appelez le 0800 534 534. commej'aime.fr. Au moment de réserver votre voyage, vous vous dites peut-être « Ne peut rien arriver de plus que ce qu'on a déjà vécu, là, non ?» Bon, ok, ça n'arrivera probablement jamais. Mais si vos plans devaient changer, pas de problème. Grâce aux options de réservation flexibles sur hôtel.com. Hôtel.com, juste au cas où.
aujourd'hui à la Fondation pour la recherche médicale peut sauver des milliers de vies demain. Appelez le 0805 216 216. Découvrez le lit Emma, la solution idéale pour mieux dormir. Confortable et durable, élégant et design. Essayez-le pendant 100 nuits, livraison et retour gratuit. Commandez-le en ligne dès maintenant sur emma.fr. Dormez mieux, dormez heureux. emma.fr. Help me decide whether to climb the hill or shoot for the moon. Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Savez-vous que Comme J'aime, c'est aussi Comme J'aime Express, votre programme minceur pour perdre rapidement du poids? En commençant maintenant Comme J'aime Express, dans 2 mois, vous aurez perdu jusqu'à 8 kilos. Et oui, jusqu'à 8 kilos en moins, c'est ce que vous propose le programme Comme J'aime Express. Alors n'attendez plus pour perdre vos kilos superflus. La solution, c'est Comme J'aime Express. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Pratiquement 17h, merci d'être avec nous sur BFM TV. La Corse déclenche le plan blanc, décision de l'Agence régionale de santé pour mobiliser des moyens d'urgence et faire face à la flambée des cas de Covid ce dernier mois sur l'île de Beauté. L'île compte le 2e taux d'incidence le plus élevé du territoire après la Martinique. La Guadeloupe obligée de se reconfiner après la Martinique, après la Réunion. La Guadeloupe qui est confrontée à une situation catastrophique. Les nouvelles restrictions de déplacement entreront en vigueur demain soir avec un reconfinement pour au moins 3 semaines. Et ce reconfinement pourrait-il arriver en métropole? En tout cas, la situation vaccinale est nettement meilleure qu'en Outre-mer. Vous le verrez, des hypothèses sont tout de même sur la table. On les détaillera tout à l'heure. Et nous ferons un tour à Tokyo pour suivre les performances de nos athlètes français. C'est la déception pour Renaud Lavillenie à la perche qui repart sans médaille. Le bilan dans ce journal avec Maureen Lehou depuis Tokyo. La Corse déclenche donc le plan blanc pour faire face à la flambée des cas de Covid dans le département de la Haute-Corse. Regardez, le taux d'incidence atteint désormais 847 cas pour 100 000 habitants, 647 sur la totalité de la Corse. Le plan blanc, donc un dispositif activé en cas d'urgence. Nous sommes tout de suite en ligne avec le président de l'Ordre des médecins de Haute-Corse. Bonjour, Jean Canarelli, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Expliquez-nous justement en quoi consiste concrètement le plan blanc qui vient d'être déclenché. Oui, bonjour. Bon, je suis le président de Corse du Sud, mais c'est pareil. Le plan blanc qui vient d'être déclenché, c'est la mise en commun et la mise à disposition de tous les moyens nécessaires dans les établissements de santé. Chaque établissement de santé, public et privé, a son propre plan qui est prévu en cas d'épidémie, et avec toutes les cellules de crise à activer, toutes les retours de personnel en congé, toutes les mises à disposition des différents moyens humains et matériels en cas de besoin, et une coordination entre tous les établissements. C'est ce qui est en train de se passer en Corse du Sud et en Haute-Corse, mais qu'on a déjà eu à quelques reprises depuis le début de cette épidémie. Effectivement, et vous le disiez, une coordination entre les centres hospitaliers. Vous dirigez par ailleurs l'hôpital privé Clinisud qui va participer, qui va accueillir des patients de l'hôpital public. Comment est-ce que ça va s'organiser ? Comme les fois précédentes, nous avons une collaboration très active. On est main dans la main au niveau des mesures qui sont prises, c'est-à-dire que l'hôpital d'Ajaccio, en l'occurrence, parce que c'est l'hôpital mitoyen, va se spécialiser de plus en plus dans le Covid, va vider ses services des patients qui nécessitent d'autres prises en charge, va les diriger vers la clinique et va s'occuper de plus en plus des Covid au fur et à mesure qu'il y en aura. Jean Canarelli, comment est-ce que vous expliquez cette situation critique en ce moment en Corse ?
Malheureusement, c'est la situation qu'on retrouve un petit peu dans toutes les régions où il y a eu un gros brassage de population, plus particulièrement les côtes françaises, où du fait de la saison touristique, on a eu un mélange important. Le malheur a voulu qu'en Haute-Corse, ça soit produit un petit peu plus tôt en début de saison, et depuis, on a vu monter régulièrement les cas. Aujourd'hui, on est à un niveau qui est lié à l'évolution de cette maladie, avec un variant qui est beaucoup plus contagieux que les précédents, et ce qui nous entraîne cette saturation en termes d'infection actuellement. Donc des hausses de contamination liées à cette arrivée du variant Delta. Il y a pourtant une forte disparité entre la Corse du Sud et la Haute-Corse. En Haute-Corse, le taux d'incidence est presque du double de celui de la Corse du Sud. Comment est-ce qu'on explique aussi cette disparité locale ? La diffusion a commencé en fait par la Haute-Corse, un territoire de Haute-Corse où les premiers cas ont été recensés. Il y a eu malheureusement des soirées festives qui se sont produites à ce moment-là. Il y a eu un malheureux concours de circonstances qui fait que des malades se sont retrouvés pendant quelques jours dans des soirées de fête qui ont duré 2-3 jours. Et à partir de là, on a eu un cluster très important qui est apparu et on a eu les patients qui sont repartis dans les autres régions de Corse au fur et à mesure, mais avec une contamination qui se fait en différé. La réalité, c'est que c'est parti d'une zone précise et que c'est là que ça s'est développé en Haute-Corse. Et cette situation est également liée à la vaccination. Est-ce qu'on vaccine suffisamment en Corse ? Alors en Corse, on a beaucoup vacciné jusqu'au mois de juin. Après, on s'est un petit peu tassé au niveau de la vaccination, malheureusement. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit que la reprise de vaccination a été très claire, de manière très forte, dans toutes les régions de Corse. Et on peut espérer qu'avec cette reprise de l'immunité liée à la vaccination, on devrait avoir une atténuation de la vague, de la 4e vague du Covid. Mais si on n'avait pas eu ce taux de vaccination, qui est quand même relativement important, je pense qu'aujourd'hui, on serait dans une situation beaucoup plus difficile. Alors, en ce qui concerne la Haute-Corse, le préfet devait s'exprimer dans l'après-midi. Ça n'a pas lieu pour le moment. Est-ce que vous savez d'ores et déjà si des mesures peut-être territoriales vont être prises, comme des reconfinements ou des couvre-feux ? Aujourd'hui, on n'a pas encore d'informations sur ce qu'ont décidé les préfets de Haute-Corse et de Corse du Sud. Des mesures sont déjà prises en Haute-Corse depuis un certain temps, avec une activation des passes sanitaires dans certains établissements à titre expérimental, des couvre-feux qui ont été mis en place à partir de minuit dans un certain nombre de micro-régions. Est-ce que ça va suffire ? Aujourd'hui, c'est l'occupation des hôpitaux qui va nous le dire. Donc c'est les semaines à venir qui seront révélatrices de ce qu'ont été pris comme mesures en bien et en mal. Et justement, qui occupe vos hôpitaux aujourd'hui ? Est-ce que vous observez des différences de patients atteints de Covid aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont plus jeunes, par exemple ? Oui, manifestement, aujourd'hui, ils sont plus jeunes que précédemment. On est dans des tranches d'âge où on se retrouve facilement sur 50, 60, 65 ans, alors que dans les premières vagues, on était plutôt sur 70, 75, 80, voire plus. Donc aujourd'hui, on a rajeuni cette population. Il faut dire que c'est peut-être l'effet de la vaccination. Les personnes les plus fragiles, les plus âgées ayant été vaccinées, on se retrouve avec une autre frange de la population qui est aujourd'hui prise en charge dans les hôpitaux. Merci Jean Canarelli pour ce point complet donc sur la situation sanitaire en Haute-Corse et en Corse du Sud. On va aller voir maintenant comment ça se passe en Outre-mer avec une situation très difficile. En Guadeloupe, aux Antilles, l'île est obligée de se reconfiner avec ces nouvelles restrictions qui entreront en vigueur demain soir à 20h, heure locale, pour une durée de 3 semaines. Oui, comme en Martinique, la Guadeloupe fait face elle aussi à une hausse fulgurante des cas de Covid et craint une saturation de ses hôpitaux. Le point sur la situation avec Blandine Dalena. Le couvre-feu instauré le week-end dernier ne suffira pas selon les autorités locales. C'est pourquoi, à partir de demain, 20h, les restrictions de déplacement feront leur retour en Guadeloupe. La limite est fixée à 10 km autour de chez soi. Seulement un motif impérieux permettra d'y déroger, ainsi qu'une attestation. En revanche, entre 20h et 5h du matin, les Guadeloupéens devront respecter un couvre-feu. Qui dit confinement, dit aussi fermeture de nombreux établissements. Si les commerces restent ouverts et les restaurants uniquement le midi, les bars, gymnases, stades et piscines devront fermer leurs portes. Les mesures sont strictes car la situation est catastrophique selon les autorités de l'île. Le taux d'incidence a dépassé les 828 cas pour 100 000 habitants, selon le préfet.
En 3 semaines, on a multiplié par 10 le nombre de cas positifs en Guadeloupe. Et donc, si on n'arrive pas à maîtriser, on ne sait pas comment est-ce qu'on finira concrètement dans une semaine ou dans 2 semaines. Si ça continue à se multiplier comme ça, on sera à plus de 10 000 cas, ce qui est absolument ingérable. Sur les derniers séquençages qui ont été faits des tests PCR, on a 60% de variant Delta qui est repéré. Dans les hôpitaux, la tension monte. Pour l'instant, 22 patients se trouvent en réanimation Covid sur une capacité totale d'environ 70 lits. Les soignants sont confrontés donc depuis les 4 derniers jours à une augmentation considérable du nombre de passages aux urgences dédiées à l'accueil des patients Covid. Il y a plus de 50 patients Covid qui se présentent par jour. Et donc, pour des chiffres qui étaient il y a encore 2 à 3 semaines, équivalent à 2-3 par jour. Parmi les malades, aucun n'a été vacciné et c'est ce qui explique une telle envolée de cas selon la préfecture. En Guadeloupe, un peu moins de 20% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. En Martinique, à présent, on va voir que des renforts militaires sont arrivés sur l'île. Au total, une quarantaine de soignants et de logisticiens de l'armée qui viennent renforcer les équipes du CHU de Fort-de-France. Un module de réanimation militaire a notamment été déployé. 5 lits de réanimation supplémentaires peuvent désormais fonctionner. La saturation des hôpitaux va-t-elle gagner la métropole? La question se pose après ces reconfinements en Martinique, en Guadeloupe. On fait le point sur les situations bien différentes entre l'outre-mer et la métropole, ce qu'il faut connaître avec Anthony Leboss. D'abord, un chiffre à vous montrer. En France, 63,5% de la population française a reçu au moins une dose de vaccin. Mais quand on se concentre particulièrement sur les territoires d'outre-mer, ce chiffre est beaucoup plus faible. Regardez la Martinique, seulement 20,13% de la population a reçu au moins une injection. En Guadeloupe, ce chiffre atteint 19,91%. Dernier exemple à vous montrer, la Guyane, avec 23,65% de la population qui a reçu au moins une dose de vaccin. Et Anthony, autre grande différence, la vaccination chez les personnes âgées. Oui, et là, l'écart se creuse encore plus entre les territoires d'outre-mer et la métropole. En France métropolitaine, tous les départements ont plus de 70% de leurs résidents en EHPAD vaccinés avec au moins une dose, avec un chiffre à Paris qui atteint même 99%. C'est considérable, mais quand on regarde les chiffres en outre-mer, c'est encore bien plus faible. Avec en Guadeloupe, vous le voyez, 29,7% des résidents en EHPAD qui ont reçu au moins une injection, et ce chiffre en Martinique atteint même 24,7%. Et il faut ajouter à cela, dans ces territoires d'outre-mer, de forts taux en ce moment de cas, des flambées de cas. Absolument, avec ce taux d'incidence qui a triplé en moins d'un mois en Guadeloupe. Le taux d'incidence qui atteint désormais en Guadeloupe 750 cas pour 100 000 habitants. En Martinique, c'est encore plus élevé avec 1068 cas pour 100 000 habitants, alors que le taux d'incidence moyen en France atteint, vous le voyez, 225 cas pour 100 000 habitants. Alors augmentation de cas qui entraîne forcément une augmentation des hospitalisations. Un petit point sur les chiffres de l'épidémie. En Martinique, vous le voyez, 198 personnes hospitalisées, 37 en réanimation. En Guadeloupe, 148 personnes hospitalisées, 23 en réanimation. Et le point commun à chaque fois, selon les autorités sanitaires locales, c'est que ces personnes hospitalisées sont globalement plus jeunes et pas vaccinées. Et face à cette flambée des cas, le reconfinement de ces territoires paraît la solution la plus adaptée, Anthony. Oui, c'est un petit peu l'unique solution parce que les territoires d'outre-mer résistent moins bien à la pression hospitalière qu'en métropole, que la France métropolitaine, parce que d'abord, par exemple, la Guadeloupe ou la Martinique ont besoin de lits, ils sont en manque de personnel aussi parce que les transferts de patients sont plus compliqués à réaliser qu'au sein de la métropole. Les trajets en avion de l'outre-mer vers la métropole sont plus longs et plus contraignants. Anthony Leboss. En France métropolitaine, les hospitalisations continuent d'augmenter et dans certaines régions, la saturation est proche. Toutefois, la vaccination devrait permettre d'éviter le reconfinement. On va faire le point tout de suite avec Jules Boiteau. Avec la diffusion massive du variant Delta, 7840 malades du Covid sont actuellement hospitalisés en France. Dans l'hôpital Saint-André à Bordeaux, sur 14 lits de réanimation disponibles, 6 sont occupés par des patients Covid. Ici, la 4e vague est une réalité depuis quelques semaines, avec des patients âgés de 28 à 50 ans. Avec vraiment un profil de patients très jeunes qui nous a surpris. Beaucoup de variantes Delta et des patients qui n'ont pas de comorbidité particulière et qui ne sont pas vaccinés puisqu'ils ne se sentaient pas vraiment à risque, on va dire, de forme grave de Covid. Même constat à Marseille où le nombre d'appels au SAMU explose. On voit aussi dans le sud, en particulier dans les Bouches-du-Rhône, une augmentation très rapide des admissions en réanimation et à l'hôpital depuis une dizaine de jours. Pour le moment, les hôpitaux ne sont pas encore saturés, mais pour certains médecins, ils doivent s'y préparer. Il faut d'une part diminuer le nombre de patients
et d'autre part, augmenter les capacités de réponse. Et au niveau des ressources, soit des renforts en personnel, ce qui est très compliqué dans la situation actuelle, soit des transferts de patients vers des régions qui sont moins impactées actuellement. Selon Covid Tracker, le nombre d'admissions quotidiennes en soins critiques en France a augmenté de 82% en une semaine. Et pour éviter ces situations de saturation, la clé, c'est la vaccination. Le Santé publique France publie ces derniers chiffres. Près de 35,5 millions de Français sont désormais entièrement vaccinés. 42,5 millions ont reçu au moins une dose. Et l'objectif, c'est 50 millions de primo-vaccinés à la fin du mois. On va retrouver Justine Fontaine dans un centre de vaccination du 10e arrondissement de Paris pour voir si le rythme de vaccination y est suffisant pour atteindre ces objectifs. Bien que l'on soit en plein été, la vaccination ici se poursuit à un rythme soutenu. 1100 injections quotidiennement, c'est quasiment la capacité maximale de ce centre de vaccination. La seule différence, c'est que les quelques créneaux disponibles sur Doctolib mettent un petit peu plus de temps à être réservés. Alors pour être sûr que toutes les doses disponibles sont injectées chaque jour, ici la direction du centre invite les Parisiens qui souhaitent venir se faire vacciner à venir même sans rendez-vous. Alors les patients que nous avons rencontrés aujourd'hui nous expliquent venir se faire vacciner majoritairement à cause du pass sanitaire. Ils craignent les prochaines contraintes à venir dans les trains, les avions, les restaurants, les bars. Alors même s'ils ne souhaitaient pas vraiment se faire vacciner ou s'ils voulaient encore attendre un petit peu, ces personnes ont finalement décidé de venir se faire vacciner aujourd'hui. L'autre interrogation en plein été, c'est est-ce qu'il y a assez de personnel soignant pour assurer cette campagne de vaccination ? Dans ce centre, on nous assure que oui. La direction reçoit chaque jour des dizaines de candidatures d'internes en médecine, d'infirmiers, d'infirmières qui se rendent disponibles et qui souhaitent venir effectuer des vacations pour vacciner. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron continue ses séances de questions-réponses sur les réseaux sociaux. Le président de la République a publié une nouvelle vidéo cet après-midi. Ah oui, toujours un style décontracté. Le président de la République en polo, cette fois-ci au croco, dans sa salle à manger, dans le fort de Brégançon, qui répond à des questions, toujours sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, des Français qui s'interrogent sur d'éventuels effets secondaires du vaccin. Quatrième question, le vaccin a des effets secondaires. Je me suis fait vacciner comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas eu d'effets secondaires. Et quand on regarde les choses, en France, on a eu plus de 70 millions de doses injectées et moins de 65 000 effets secondaires qui ont été répertoriés. Et parmi eux, une écrasante majorité d'effets secondaires extrêmement bénins, c'est-à-dire de la fatigue, un peu de fièvre qui dure 1 ou 2 jours. Les formes graves sont très, très rares. À l'inverse, le Covid, lui, a tué plus de 4 millions de personnes depuis le début de l'épidémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en fait, beaucoup plus. Pour être simple, vous avez plus de chances d'avoir des problèmes, de prendre des grands risques quand vous prenez votre voiture que quand vous vous faites vacciner. Je vous le dis sincèrement, la vaccination sauve des vies. Vidéo enregistrée dans la salle à manger du fort de Brégançon. On va d'ailleurs retrouver tout de suite en direct du fort de Brégançon Lisa Bertholomé. Alors on a vu que le président de la République avait troqué le t-shirt pour un polo. Il a changé de tenue, mais finalement le ton reste le même, Elisa. Oui, un ton très sérieux, professoral presque pour répondre à cette nouvelle question. La 4e depuis hier. Emmanuel Macron, que son entourage présente régulièrement comme l'un des plus fins connaisseurs de cette épidémie dans le pays, poursuit ses réponses en moins d'1 minute aux questions des internautes. Le choix des questions reste d'ailleurs très sérieux. On a eu hier la vaccination pour les jeunes, la fiabilité de la vaccination, les risques de contamination ce matin. On le comprend, le président de la République veut convaincre en faisant de la pédagogie. C'est aussi une manière pour lui de répondre aux Français qui s'inquiètent et qui le font savoir en défilant tous les week-ends en France depuis plusieurs semaines maintenant. Les cortèges grossissent de samedi en samedi. Et si Emmanuel Macron a dit vouloir faire taire les interrogations, faire taire surtout les rumeurs et les informations fausses, il espère également convaincre ces Français qui hésitent à se faire vacciner. Ces derniers temps, il avait plutôt tensé les manifestants les plus radicaux, qualifiant même leur comportement d'égoïste. Depuis hier, le ton a résolument changé. On le voit, le chef de l'État affiche sa compréhension et ses explications.
Merci Elisa Bertholomé en direct du Var, de Bormes-les-Mimosas, à côté du fort de Brégançon, avec Corentin Préat. Peut-être que le président s'exprimera prochainement sur la question du pass sanitaire. En tout cas, il entrera en vigueur lundi prochain si le Conseil constitutionnel le valide ce jeudi. En attendant, les restaurateurs qui verront peut-être ce pass s'imposer dans leurs établissements se préparent à contrôler leurs clients. À La Roche-sur-Yon en Vendée, un appel a même été lancé à des retraités volontaires pour donner un coup de main. Reportage de Cyprien Pézeril. C'est en lisant son journal que Nicole, 68 ans, a découvert l'appel aux retraités pour contrôler les passes sanitaires. J'ai pas hésité une seconde, non. J'ai tout de suite été partante pour aider. Dès la semaine prochaine, elle ira donc bénévolement sur son temps libre donner un coup de main à l'entrée de restaurants et de cafés à La Roche-sur-Yon. C'est tout à fait gratifiant. Je peux rendre service, je sers à quelque chose. C'est important quand même de donner un peu de temps et de disponibilité. Une aide qui soulage Édouard, le patron du café de la Poste. Bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille. Il a déjà du mal à trouver des bras pour servir ses 70 couverts chaque midi. Et même s'il arrivait à recruter, pour lui, il serait difficile de payer un salarié uniquement pour vérifier les passes. Condamner une personne à l'entrée de l'établissement, sachant qu'on a du mal à recruter, c'est quasiment impossible aujourd'hui. On ne sait pas comment on va le faire. Il faudrait une personne supplémentaire. Et on n'a pas les moyens d'augmenter nos menus de 2 ou 3 euros pour pouvoir payer quelqu'un en plus. Et en Vendée, ce sont déjà une trentaine de retraités qui ont proposé leur service à des restaurateurs. En Grèce maintenant, où la canicule se poursuit à Athènes, le thermomètre dépasse les 40 degrés cet après-midi. Les températures ont atteint 45 degrés hier. C'est la pire canicule depuis 30 ans selon les autorités. À Athènes, le site de l'Acropole, par exemple, est fermé au public pour éviter les malaises. Et puis de nombreux incendies se sont déclenchés depuis ce week-end, notamment sur l'île de Rhodes. Une vague de chaleur également en Turquie, dans le sud du pays, touché par ces chaleurs, ces incendies. 130 feux de forêt toujours déclarés ces derniers jours qui ont fait 8 morts, des milliers d'habitants évacués. Et dans le sud, les flammes se rapprochent dangereusement aujourd'hui d'une centrale thermique. Le gouvernement turc est par ailleurs la cible de toutes les critiques pour sa mauvaise gestion de la crise. Pierre Barbin. D'heure en heure, le feu se rapproche des quartiers pavillonnaires. Dans l'angoisse, les habitants doivent fuir au plus vite. Et face à l'urgence, certains prêtent main forte aux pompiers dans l'espoir de sauver ce qui peut encore l'être. Je me sens épuisé, sans aide. On ne peut rien faire de plus. Nos maisons brûlent, nos forêts s'embrasent. Depuis une semaine, la Turquie est victime de violents incendies. En cause des températures élevées qui dépassent les 40 degrés. Cette année, dans le pays, près de 95 000 hectares ont déjà brûlé. À Marmaris, les fermiers mettent leurs animaux en sécurité au plus loin des incendies. Un peu plus au nord, avec leurs propres moyens, les habitants tentent de braver les flammes. Tous s'estiment abandonnés par le gouvernement. Ça brûle, regardez, tout brûle. Il n'y a pas d'avion, pas d'hélicoptère, pas de camion. Comment on va éteindre ce feu? Comment? Pourquoi les avions d'il y a 10-20 ans sont cloués au sol dans les hangars? Les autorités nous disent qu'ils sont inutilisables. Pour faire face aux incendies, la Turquie a emprunté des Canadair à la Russie, l'Ukraine ou encore l'Iran. L'Union européenne, elle, vient d'envoyer 3 bombardiers d'eau. Alors on va maintenant faire un point sur les JO de Tokyo. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et on part à Tokyo en direct. Retrouver tout de suite notre envoyé spécial de la rédaction d'RMC Sport, Maureen Lehou, avec à l'instant ces volleyeurs français qui se qualifient pour les demi-finales. Et c'est un exploit, Maureen. Oui, une performance majuscule, magistrale des volleyeurs français qui effectivement éliminent en quart de finale la Pologne, double championne du monde, alors que les Français découvraient pour la première fois des quarts de finale de Jeux Olympiques. Jamais dans le volley français une équipe était arrivée à ce stade de la compétition. Donc oui, c'est un exploit après un match incroyable. Les Français qui ont d'abord été menés 1-7-0, qui ont survenir et puis finalement ils ont pris l'avantage et
s'impose donc en 5-7. Vraiment très belle performance des hommes de Laurent Tilly qui iront donc en demi-finale. Là encore pour la première fois de l'histoire du volley français et ce sera face à l'Argentine. Et c'est une nouvelle super, encore plus parce que les autres sports collectifs masculins se sont aussi qualifiés pour les demi-finales. C'est un sans faute aujourd'hui avec les basketteurs, même si ça a été un petit peu difficile, qui ont battu les Italiens et donc qui filent en demi et qui affronteront la Slovénie jeudi. C'est un gros morceau. Même chose pour les handballeurs, ça a été beaucoup plus simple face au Bahreïn pour aller décrocher ce billet pour les demi. Et les partenaires de Karabatic joueront l'Égypte. Donc vraiment de belles chances de voir des équipes collectives françaises en finale de ces Jeux ici à Tokyo. De bonnes nouvelles pour les sports collectifs. Une journée en revanche un peu plus moyenne pour les sports individuels. En tout cas le cyclisme avec une médaille en bronze en vitesse sur piste et puis cette déception à la perche avec Renaud Lavillenie. Oui, effectivement, une médaille seulement aujourd'hui, mais on a été quand même déjà bien gâtés par cette délégation française, mais effectivement qu'une seule médaille aujourd'hui. Elle est en bronze avec cette équipe de cyclisme sur piste par équipe, donc les 3 pistards français qui dominent l'Australie et qui décrochent donc cette médaille de bronze un peu inattendue. Et franchement, elle fait du bien pour le cyclisme français parce qu'il y avait eu beaucoup de déceptions depuis ces Jeux, des déceptions en VTT, des déceptions en BMX où on attendait d'autres médailles. Là, c'est la première, donc elle fait effectivement du bien. C'est la 24e de la délégation française. Et puis, oui, il y a aussi eu forcément des nouvelles un peu moins bonnes aujourd'hui, même beaucoup de déceptions, beaucoup de tristesse pour Renaud Lavillenie qui s'est blessé entre la qualification et la finale à une cheville alors il souffrait déjà de l'autre et donc il n'est pas parvenu à sauter comme il le voulait sur le concours de saut à la perche. Donc le Français n'aura pas de médaille sur ces Jeux de Tokyo. C'est Armand Duplantis qui s'impose sur ces Jeux Olympiques ici à Tokyo. Mais il y a encore plein d'autres chances d'avoir des médailles dans ces Jeux avec notamment demain le début du décathlon et l'entrée en liste du Français Kevin Mayer qu'on attend bien évidemment énormément. Merci Maureen Lehoux, merci Adrien Fache en direct de Tokyo pour BFM TV. C'était votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Savez-vous que Comme J'aime, c'est aussi Comme J'aime Express, votre programme minceur pour perdre rapidement du poids? En commençant maintenant Comme J'aime Express, dans 2 mois, vous aurez perdu jusqu'à 8 kilos. Et oui, jusqu'à 8 kilos en moins, c'est ce que vous propose le programme Comme J'aime Express. Alors n'attendez plus pour perdre vos kilos superflus. La solution, c'est Comme J'aime Express. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. You could be me! Me? Actually, you could be better than me. You could empower more girls than me. Score more victories than me. You could be the me I always dreamed I could be. Naho, it's game time. Just imagine how far you can go. Because you don't need to be amazing to start, but you need to start to be amazing. Toyota, start your impossible. I wanna get to know all of you. Don't leave anything out, 'cause I wanna know the truth. So you better, so you better, so you better. Get ready, get ready, get ready. Yeah. Une seule plateforme peut tous les réunir. RMC BFM Play. Live, replay, vidéo à la demande. 100% gratuit, 100% illimité. Disponible sur mobile, tablette et web. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion en ligne et profitez de notre vitrine virtuelle confortablement depuis chez vous. Vous commandez, Autohéros livre gratuitement la voiture que vous voulez, là où vous voulez. Et vous achetez en toute sécurité avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros. Et vous, quelle cuisine so cook êtes-vous? So wow! So good. So bien vu. So cook. Cuisine équipée. Ça, c'est Marc. Ça, c'est son jardin. Joli, le jardin. Et ça, c'est sa borne anti-moustique connectée Kista, qu'il peut contrôler avec ça, pour que dans son jardin, il y ait beaucoup moins de ça, grâce à ça.
Du coup, Marc est content et nous aussi. Rendez-vous sur kista.com. Luc de Christie. Découvrez son nouveau single My Heart and My Soul. Luc de Christie. Son nouveau single My Heart and My Soul. Disponible sur toutes les plateformes. Quand on l'a créée il y a 30 ans, on l'a appelée Cookie Dough. Depuis, elle est toujours restée très généreuse en cookie dough et toujours certifiée commerce équitable. Alors comment y résister? Joyeux anniversaire, Cookie Dough. Ben & Jerry's, peace, love and cookie dough. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 55 ans et je vais attaquer aujourd'hui le programme Comme j'aime. Ça, c'était moi il y a 6 mois, avec 15 kilos en plus et 27 cm de tour de taille en plus. Alors, il n'y a pas photo. Je le vois bien dans la vie de tous les jours, ça a changé. Physiquement, ça a changé. Alors vous aussi, faites comme Stéphane. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Ou appelez le 0800 534 534. commej'aime.fr. 52% des automobilistes ne font pas confiance aux garagistes. Avec idgarage.com, trouvez les meilleurs garages, comparez les prix et les avis clients et économisez. idgarage.com. Les meilleurs garages au meilleur prix. La météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi. Et malheureusement, pour ces prochaines heures, c'est bien le mauvais temps qui va gagner son match contre le soleil, y compris sur les côtes méditerranéennes, qui sont restées jusque-là épargnées par le mauvais temps, par les nuages, par les précipitations. On voit en effet ces dernières heures que la Corse et les Alpes-Maritimes sont restées sous le soleil, à l'écart des précipitations, en revanche très nombreuses, notamment dans le nord-ouest de la France. Ce mercredi matin, changement d'ambiance, regardez les prévisions de Météo France, quasiment toute la France sous les précipitations, et notamment ici, entre les Pyrénées, la Lozère, l'Aveyron, avec des quantités de pluie d'ailleurs assez soutenues. Ces précipitations qui vont se décaler ensuite dans le courant de l'après-midi en direction notamment des Alpes du Sud, toujours avec de bons cumuls à proximité de la vallée du Rhône. Et puis à l'arrière, un ciel malheureusement très mitigé, avec des nuages bien présents, parfois quelques ondées, y compris là où le soleil sera un peu plus généreux, entre l'intérieur de la Normandie, les Hauts-de-France et sur les Ardennes. On pourrait retrouver également un petit peu de soleil, mais alors vraiment uniquement sur la partie littorale, vous le voyez, à proximité des Alpes-Maritimes. Et puis la Corse sera la seule région de France qui restera à l'écart des pluies. Alors les précipitations bien présentes, la fraîcheur qui l'est tout autant. Regardez cette masse d'air qui reste complètement bleue, notamment sur la moitié nord du pays. 11, 12 degrés pour commencer la journée à proximité des bords de Manche, 13 degrés pour la montagne de Reims, 15 pour les Bordelais, 15 également de l'autre côté ici pour Lyon, déjà une vingtaine de degrés à proximité de la Méditerranée. Et puis pour demain après-midi, ça va avoir encore du mal à grimper tout cela, avec même une baisse sur les régions les plus au nord, pas plus de 23 degrés pour les Bordelais. Regardez seulement 24 sous la pluie pour les Marseillais. Il va vraiment falloir partir sur la partie sud de l'île de Beauté pour essayer d'avoir 30 degrés sous le soleil, en tout cas sous un ciel qui restera voilé mais lumineux. Et puis sur la moitié nord, ça grimpera un petit peu pour atteindre 22 degrés entre Lille et Paris. C'était la météo avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi. 17h30 sur BFM TV, à la une de l'actualité cet après-midi, la Corse qui déclenche son plan blanc, décision de l'Agence régionale de la santé qui mobilise ainsi plus de moyens d'urgence pour faire face à la flambée de cas de Covid ces derniers mois. Après la Martinique, l'île compte le deuxième taux d'incidence le plus élevé, 647 cas pour 100 000 habitants. La situation est encore plus critique en Haute-Corse. La Martinique déjà reconfinée et maintenant la Guadeloupe doit suivre les mêmes mesures. À partir de demain soir, les déplacements seront de nouveau limités, les bars et les restaurants fermés. Un coup dur pour toutes les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Nous serons sur place à Pointe-à-Pitre avec nos envoyés spéciaux dans le courant de cette demi-heure. J-6 avant l'éventuelle mise en place du pass sanitaire sous réserve de sa validation jeudi par le Conseil constitutionnel. Mais dès aujourd'hui, les bars, les restaurants qui seront concernés se mettent à la page. En Vendée ou en Haute-Corse, certains établissements organisent déjà des contrôles de pass de leurs clients. Il y a un an, le port de Beyrouth était ravagé par une terrible explosion. La catastrophe avait fait 214 morts et 6500 blessés. On se souvient tous de ces images. Un an après, vous verrez que la capitale libanaise est toujours traumatisée.
Et la Corse déclenche donc son plan blanc à l'échelle régionale cet après-midi. L'île de Beauté qui, avec un taux d'incidence, vous le voyez, de 647 cas pour 100 000 habitants, subit depuis un mois une flambée de cas de Covid-19. Le taux d'incidence est même de 847 en Haute-Corse, moitié moins en Corse du Sud. À Bastia, l'hôpital est au bord de la saturation. Le plan blanc a donc été déclenché pour mobiliser davantage de moyens dans les hôpitaux. Écoutez les explications de notre invité Jean Canarelli. Il était tout à l'heure en direct avec nous. C'est le président de l'Ordre des médecins de Corse du Sud. Le plan blanc qui vient d'être déclenché, c'est la mise en commun et la mise à disposition de tous les moyens nécessaires dans les établissements de santé. Chaque établissement de santé, public et privé, a son propre plan qui est prévu en cas d'épidémie et avec toutes les cellules de crise à activer, tous les retours de personnel en congé, toutes les mises à disposition des différents moyens humains et matériels en cas de besoin et une coordination entre tous les établissements. C'est ce qui est en train de se passer en Corse du Sud et en Haute-Corse, mais qu'on a déjà eu à quelques reprises depuis le début de cette épidémie. Effectivement, et vous le disiez, une coordination entre les centres hospitaliers. Vous dirigez par ailleurs l'hôpital privé Clinisud qui va participer, qui va accueillir des patients de l'hôpital public. Comment est-ce que ça va s'organiser ? Comme les fois précédentes, nous avons une collaboration très active. On est main dans la main au niveau des mesures qui sont prises, c'est-à-dire que l'hôpital d'Ajaccio, en l'occurrence, parce que c'est l'hôpital mitoyen, va se spécialiser de plus en plus dans le Covid, va vider ses services des patients qui nécessitent d'autres prises en charge, va les diriger vers la clinique et va s'occuper de plus en plus des Covid au fur et à mesure qu'il y en aura. Jean Canarelli, comment est-ce que vous expliquez cette situation critique en ce moment en Corse ? Malheureusement, c'est la situation qu'on retrouve un petit peu dans toutes les régions où il y a eu un gros brassage de population, plus particulièrement les côtes françaises, où du fait de la saison touristique, on a eu un mélange important. Le malheur a voulu qu'en Haute-Corse, ça soit produit un petit peu plus tôt en début de saison, et depuis, on a vu monter régulièrement les cas. Aujourd'hui, on est à un niveau qui est lié à l'évolution de cette maladie, avec un variant qui est beaucoup plus contagieux que les précédents, et ce qui nous entraîne cette saturation en termes d'infection actuellement. Et donc, plus grave que la Corse, la situation sanitaire en Outre-mer, après la Réunion, la Martinique, c'est désormais la Guadeloupe qui se reconfine. Ça commence demain à 20h et pour au moins 3 semaines. Angie Loata a atterri à Pointe-à-Pitre et sur place, il est allé à la rencontre de commerçants. Oui, nous venons d'arriver ici en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, après plusieurs jours passés en Martinique où la situation était particulièrement tendue. Effectivement, confinement décrété, également annoncé par le préfet cette fois de la Guadeloupe. Taux d'incidence très élevé aux alentours de 750 et des conséquences directes sur la vie des habitants. On est avec Ronnie. Bonjour Ronnie. Bonjour. Vous-même, vous n'êtes pas vacciné. Vous allez vivre ce confinement avec beaucoup de précautions. Comment est-ce que vous le prenez, ce confinement ? Je vais prendre ce confinement tranquillement. Comme on dit, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Voilà, c'est ce déplacement. Et le problème, c'est que pour le confinement, on va limiter les déplacements. On parle beaucoup de tensions au sein de la société en Guadeloupe. Vous nous expliquez que d'après vous, elle n'était pas forcément due à l'annonce de ce confinement, mais plutôt à la question de la vaccination. Ouais, c'est plutôt une question de vaccination parce que les gens ne comprennent pas pour le vaccin. Le problème, c'est que ils sont pas contre. Le problème, c'est que ça veut dire qu'on prend le vaccin, on va avoir le Covid quand même. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'avoir. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas qui on se fait vacciner, qui on ne se fait pas vacciner, on va l'avoir. Même il y a certaines personnes qui vont résister, il y a certaines personnes qui ne vont pas résister à le... Avec des taux de couverture qui sont quand même bien au-dessus lorsque l'on est vacciné plutôt que lorsqu'on ne l'est pas. Oui, le problème c'est que comme on dit, tout le monde n'est pas fait comme dans un seul moule. Le problème c'est qu'il y a certaines personnes qui ont des pathologies qui vont craquer et il y a certaines personnes qui ne vont pas craquer. Merci à vous Ronnie. Effectivement, vous allez justement faire un test PCR. Si vous étiez vacciné, vous n'auriez pas à le faire. Vous êtes commerçant. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent ici jusqu'à l'aéroport faire un test PCR, non pas pour des raisons de voyage, mais soit parce qu'ils ont été cas contact, soit effectivement pour pouvoir continuer à circuler librement. Avec donc ce confinement, 10 km, la règle des 10 km, un confinement semblable au dernier confinement qui avait été mis en place en Guadeloupe en avril dernier.
Angie Louata avec Julie Rosaire, donc en Guadeloupe, avec ces autres annonces de restrictions. Le couvre-feu désormais avancé à 20h sur place, restrictions de déplacement, donc on l'a vu avec attestation obligatoire et fermeture des bars, des restaurants ou encore des salles de sport. Des mesures pour faire face à une situation préoccupante en Outre-mer. C'est ce que nous explique notre invité Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière de Paris. La situation sanitaire dans les territoires outre-mer est assez inquiétante. Malheureusement, le capacitaire est limité. Ce sont des îles. La progression de l'épidémie se poursuit de façon importante et donc il faut imaginer, au vu du pourcentage de vaccination très faible de la population, qu'un nombre très important de patients sera amené à être pris en charge à l'hôpital. Donc aujourd'hui, ces hôpitaux, on va dire, parviennent évidemment à prendre en charge les patients qui se présentent. Néanmoins, il faut libérer des lits très rapidement pour pouvoir prendre en charge de nouveaux patients. Et donc, l'une des solutions envisagées, effectivement, c'est le transfert sanitaire par avion vers Paris. Un programme est envisagé cette semaine à nouveau pour pouvoir libérer des lits en Martinique. Vous êtes concerné, vous, directement, à Lariboisière ? Oui, tout à fait. Alors, nous sommes concernés par le deuxième programme, donc nous attendons des consignes plus exactes. Les 3 premiers patients ont été transférés dans des hôpitaux plus grands de l'assistance publique. Donc, les prochains patients viendront dans les autres hôpitaux, notamment Lariboisière. La grande différence entre la métropole et les territoires d'outre-mer, c'est bien sûr le taux de vaccination. Ce qui nous protège ici, en métropole, d'un reconfinement, selon vous ? Oui, très clairement, on voit que la vaccination permet une certaine dissociation entre la progression des contaminations et la progression des cas venant à l'hôpital et donc la pression sur les services de réanimation. En Île-de-France, par exemple, la situation est beaucoup plus calme, évidemment, que sur le littoral, car l'épidémie continue à avancer dans le littoral, mais malgré ça, avec des chiffres, on va dire, d'incidence de nouveaux cas de contamination, on va dire pas très loin de ceux de la Guadeloupe, par exemple, eh bien, on a un hôpital beaucoup plus serein que là-bas, où effectivement il y a une menace immédiate sur la possibilité de prendre en charge tous les patients qui viendraient à l'hôpital. En Martinique, le reconfinement est en vigueur depuis vendredi dernier. Et sur l'île, les touristes qui n'ont pas annulé leurs vacances doivent s'adapter, tout comme les professionnels. Clément Gauvin et nos équipes sur place. Des transats vides et une piscine désertée. Depuis l'annonce d'un nouveau confinement pour une durée d'au moins 3 semaines, de nombreux touristes ont décidé d'annuler leur venue sur l'île. Cet hôtel a perdu 10% de sa clientèle du mois en seulement quelques jours. Le midi, souvent, et surtout au mois d'août, cet espace est plein de convives qui déjeunent autour de la piscine. Depuis les dernières annonces du préfet la semaine dernière, mercredi dernier, l'hôtel a commencé à se vider promptement déjà ce week-end. Mais pour les touristes encore présents, impossible de se déplacer à plus de 10 km de leur lieu de résidence. Pas question pour certains d'écourter leurs vacances. Beaucoup de gens nous ont envoyé des messages en disant « vous repartez ?» et on a dit non, on va rester. On a l'avantage quand même de pouvoir graviter à 10 km alentour à vol d'oiseau, ce qui nous permet de descendre jusqu'au Diamant, on peut aller jusqu'à Fort-de-France, on arrive quand même à faire plusieurs plages différentes. S'adapter, c'est aussi le défi de cette agence d'excursion pour continuer son activité et ne pas perdre sa clientèle. Il n'y a plus du tout d'activité de sortie d'excursion en mer, ni avec le catamaran, ni avec le bateau à moteur. Donc on propose encore beaucoup d'activités nautiques, ceux qui peuvent encore se faire. Voilà, on est très limité, quoi. Avec l'instauration d'un couvre-feu à 19h et la fermeture des bars et restaurants, cette glacerie ne connaît pas la forte affluence habituelle en pleine saison touristique. On s'ennuie un petit peu parce que là on fait du rangement, on fait du ménage, mais d'habitude il y a des clients sans cesse, ça s'arrête jamais, la queue elle est tout le temps au banc. Et là, le seul moment où on en a un peu, c'est 16h-17h. Faute de touristes, certains commerces ont décidé de fermer leurs portes jusqu'à la levée des restrictions. Restrictions, reconfinement en Outre-mer, en métropole. En revanche, l'exécutif n'envisage pas encore cette hypothèse. Le décryptage d'Anne-Sora Dubois.
Les taux d'incidence ne sont pas aussi élevés en métropole qu'ils le sont dans les Antilles. Même pour les 2 départements qui ont le taux d'incidence le plus élevé, c'est-à-dire la Haute-Corse avec 847 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine et les Alpes-Maritimes avec 746. On n'a pas du tout, d'abord, quand même, on n'atteint pas les 1068 de la Martinique. Et la deuxième raison, évidemment, c'est la différence de couverture vaccinale, puisque pour des incidences à peu près, des taux d'incidence à peu près équivalents, on a 3 fois plus de personnes vaccinées en métropole. Ça veut donc dire qu'on espère qu'à un moment, la propagation de l'épidémie atteindra un palier. Troisième raison, bien sûr, c'est la question évidemment épineuse des transferts de patients. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué, on l'avait vu notamment en cours de première vague, de transférer des patients depuis les Antilles. Ce sont des trajets qui sont très longs, donc il faut forcément des patients très stabilisés et évidemment, ils ne peuvent se faire qu'au compte-gouttes. Alors qu'en métropole, évidemment, on peut faire des transferts de patients entre différents CHU, entre différentes régions. Enfin, la dernière raison, c'est aussi que, notamment en Martinique, le Delta n'est toujours pas majoritaire. Donc ça veut dire qu'on craint malheureusement, au moment où il deviendra majoritaire, une propagation encore plus forte de l'épidémie, ce qui n'est pas le cas en métropole puisqu'on a déjà un Delta majoritaire. Donc pour toutes ces raisons, la situation très particulière des Antilles n'est pas transposable à la métropole à ce stade. Après, en métropole, on peut toujours avoir, comme on l'a depuis le début de l'épidémie, d'autres mesures localisées, territorialisées, laissées à la main des préfets, c'est-à-dire un renforcement d'éventuels couvre-feu, même si c'est vraiment en dernière extrémité, et puis l'abaissement des jauges et l'interdiction de certains rassemblements. On va retrouver Anne-Sora Dubois dans un instant pour analyser cette nouvelle séance de questions-réponses d'Emmanuel Macron face aux Français. Le chef de l'État s'est de nouveau exprimé depuis le fort de Brégançon, cette fois dans la salle à manger du fort, en polo, célèbre marque française avec un crocodile. Il répond donc toujours aux inquiétudes des Français, notamment les inquiétudes sur les effets secondaires. Écoutez le président. 4e question, le vaccin a des effets secondaires. Je me suis fait vacciner comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas eu d'effets secondaires. Et quand on regarde les choses, en France, on a eu plus de 70 millions de doses injectées et moins de 65 000 effets secondaires qui ont été répertoriés. Et parmi eux, une écrasante majorité d'effets secondaires extrêmement bénins, c'est-à-dire de la fatigue, un peu de fièvre qui dure 1 ou 2 jours. Les formes graves sont très, très rares. À l'inverse, le Covid, lui, a tué plus de 4 millions de personnes depuis le début de l'épidémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en fait beaucoup plus. Pour être simple, vous avez plus de chances d'avoir des problèmes, de prendre des grands risques quand vous prenez votre voiture que quand vous vous faites vacciner. Je vous le dis sincèrement, la vaccination sauve des vies. Voilà donc pour cette nouvelle vidéo d'Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV nous a rejoint sur ce plateau. Bon, on va passer sur le col relevé du polo sur cette vidéo. On voit très clairement qu'Emmanuel Macron... Et pourtant, il faudra en parler. Mais il y a sans doute matière à en parler, effectivement. On se rend compte que plus que jamais, Emmanuel Macron, c'est le VRP de la vaccination. Oui, exactement. Et encore une fois, c'est vrai que c'est surprenant de le voir dans cet exercice parce que l'exécutif a vraiment cherché une figure pour incarner. Et finalement, c'est le président de la République qui s'y colle. En tout cas, sur cette dernière vidéo, les effets secondaires, c'est vrai que c'est une question qui est beaucoup revenue dans les commentaires en dessous des propositions de questions-réponses du chef de l'État. Et donc, le chef de l'État y répond aujourd'hui avec toujours un peu les mêmes éléments de langage. Depuis le début, on comprend bien, c'est opposer le virus qui tue et le vaccin qui sauve des vies. C'était effectivement exactement cette formulation. Il y a 2 vidéos de ça. Le virus tue, le vaccin sauve des vies. Et là, c'est effectivement une comparaison entre l'extrême minorité de cas qui ont été touchés par des effets secondaires après de la vaccination. 65 000 cas d'effets secondaires qui ont été répertoriés en France, nous dit le chef de l'État, sur 72 millions de doses injectées, comparativement effectivement au virus qui tue. Alors là, on sort évidemment du cas de français, il ne l'a pas précisé le chef de l'État, mais évidemment que le Covid n'a pas tué 4 millions de personnes en France, mais 4 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. En fait, beaucoup plus. Donc c'est toujours un peu marketé de la même façon, puisqu'on parlait de VRP de la vaccination, marketé de la même façon avec des mêmes éléments de langage, martelé, le vaccin sauve des vies, le virus tue, et puis quand même cette personnalisation dans la vidéo, le chef de l'État lui-même qui dit moi je me suis fait vacciner, j'ai pas eu d'effets secondaires, et puis toujours essayer de chercher un peu les éléments de la vie quotidienne. En l'occurrence, vous avez plus de risques d'avoir des problèmes si vous prenez votre voiture que si vous vous faites vacciner. On a toujours le même objectif côté exécutif, 50 millions de Français vaccinés d'ici la fin août. Il est où, juste pour terminer, sur cette image? Alors il est à Brégançon. Pour ceux qui le découvrent, qui ont déjà vu cette maison, cette résidence des chefs de l'État, c'est dans le Var, juste à côté de Bormes-les-Mimosas. C'est
une très belle maison qui a été occupée aussi par Jacques Chirac, un peu moins par Nicolas Sarkozy et François Hollande. Un peu par Nicolas Sarkozy, lieu de villégiature bien connu des présidents, et qu'on peut voir lors des journées du patrimoine et qu'on voit pas en été puisque le président y réside. Mais là, vous avez une petite vue sur la salle à manger avec la bibliothèque derrière. Pour la stratégie française, et on part maintenant aux États-Unis puisque dans un peu moins de 2 semaines, à partir du 16 août prochain à New York, eh bien vous devrez être vacciné pour aller au restaurant, pour aller dans les salles de sport, pour aller dans les salles de spectacle. C'est l'annonce du maire Bill de Blasio. On en parle avec vous, Marie Gentry, qu'on vous retrouve en direct de New York. Comment ce premier passeport vaccinal du pays va être mis en place ? Bien, c'est un système qui va être très similaire à celui qui a été mis en France. Comme vous le disiez, les New-Yorkais devront présenter une preuve de vaccination pour pouvoir aller dans les restaurants. Alors plus précisément, pour pouvoir aller à l'intérieur des restaurants, pour pouvoir manger en salle, puisque les terrasses, elles, resteront accessibles aux non-vaccinés. Les New-Yorkais devront également présenter une preuve de vaccination pour pouvoir aller dans les centres de fitness, pour pouvoir aller dans les salles de gym ou encore pour pouvoir aller dans les salles de spectacle. Alors l'objectif des autorités locales, il est très clair, c'est de rendre la vie un peu plus difficile aux non-vaccinés pour les inciter à recevoir leur injection à leur tour. Le maire de New York, Bill de Blasio, l'a déclaré tout à l'heure en conférence de presse. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus faire grand-chose. Donc le message est assez clair. Alors comme vous l'avez dit, cette mesure, elle entrera en application à partir du 16 août, mais elle sera officiellement en application à la mi-septembre, histoire de laisser un mois aux New-Yorkais pour se mettre dans le bain et s'habituer à ce nouveau système, puisque ce système, il est vraiment nouveau. New York, c'est la première grande ville américaine à mettre en place ce pass sanitaire en quelque sorte. Et d'ailleurs, beaucoup d'experts, beaucoup de journalistes comparent ce pass sanitaire à celui que l'on peut voir en France avec cette question: va-t-on voir à New York des manifestations aussi importantes que celles que l'on a pu voir dans l'Hexagone? Merci Marie Gentry en direct des rues de New York. C'est vrai qu'en France, le pass sanitaire entrera en vigueur a priori lundi prochain. En attendant la validation par le Conseil constitutionnel, ce sera jeudi. Pass sanitaire qui sera donc en vigueur dans les restaurants. Plusieurs départements impactés en ce moment par la 4e vague sont déjà en train de le tester. On va voir un exemple en Haute-Corse, à Calvi précisément, avec Élise Berthaud et Pierre Barbin. Pour prendre une boisson en terrasse ici, il faut d'abord montrer son pass sanitaire. Depuis une semaine, l'établissement est en phase d'expérimentation. Le peu d'étrangers qu'il y a, ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande le pass sanitaire. Mais sinon, au niveau de la clientèle française et les locaux, eh bien, tout rentre dans l'ordre et tout le monde joue le jeu. En Corse, 13 bars et restaurants participent à cette opération. Les clients, eux, s'adaptent facilement. C'est quand même très rapide, comme on disait, c'est le temps de payer, donc c'est suffisamment rapide, il faut le faire. Je trouve que c'est bien pour eux, pour nous, et puis pour suivre les règles qui nous sont demandées. Sur sa terrasse, cet établissement peut accueillir jusqu'à 150 couverts. Mais le gérant regrette la mise en place du pass sanitaire car jugée trop contraignante. À l'intérieur, ça aurait été bien. À l'extérieur, dans une grande terrasse comme ça où les gens rentrent de tous les côtés, c'est vraiment compliqué. Des fois, j'ai 3 personnes mobilisées. Et puis, il y a moi, il y a un autre employé, et puis il y en a un autre. Quand ils arrivent tous en même temps, c'est vraiment compliqué. Il y a des fois, on ne sait plus si on a pris les gens. Cette expérimentation permet de déceler les éventuelles problématiques du pass sanitaire. Il entrera en vigueur le 9 août dans tous les bars et restaurants du territoire. Dans l'actualité, souvenez-vous, le 4 août 2020, les habitants de Beyrouth étaient victimes d'une meurtrière, double explosion dans le port de la ville. Près d'1 an, jour pour jour, la capitale libanaise porte toujours les stigmates de cette catastrophe et la population, le traumatisme. David Kouloum avec Laetitia Soudi. 1 an après, les gravats ont laissé place aux échafaudages. Si certains immeubles sont toujours inhabitables, d'autres ont repris vie. Après des mois de travaux, le restaurant d'Aline a fait peau neuve. Alors ici, c'est comme le jardin d'hiver, c'était fermé et c'était la partie la plus dangereuse. On a eu 5 blessés ici. Et on a tenu à refaire comme il était avant. On veut garder, on veut se souvenir et on ne veut pas oublier. Un bruit, une image suffisent à faire ressurgir le passé. Par exemple, j'étais sur Instagram et je vois chaque fois l'explosion et chaque fois, c'est comme si c'était maintenant, comme si je revis. J'ai toujours la chair de poule, j'ai un crampe à l'intérieur.
Symbole de cette catastrophe, ces silos éventrés qui surplombent le port de Beyrouth. Faut-il les raser ou les conserver comme lieu de mémoire? La question se pose, mais avant cela, les rescapés et les familles de victimes réclament une chose, la justice. En 1 an, l'enquête n'a pas abouti et personne n'a été condamné. C'est mon père. Il est écrit, c'est le gardien des silos de blé. Eli a perdu son père dans cette explosion. 38 ans qu'il travaillait dans ces silos. Aujourd'hui, son fils attend toujours des réponses. À la télévision, il n'en peut plus de voir les hommes politiques se renvoyer la balle sans assumer. Mon père a travaillé pendant les guerres et les crises. Et il a été tué par son propre État, par ceux qui doivent normalement le protéger. Des familles ont même lancé un ultimatum aux autorités. Lever l'immunité de certains suspects avant demain, sous peine de représailles. La Grèce vit un été caniculaire. C'est même la pire canicule depuis 30 ans, avec des températures qui ont atteint 45 degrés. Cet après-midi à Athènes, il fait 41 degrés. Le site de l'Acropole est par exemple fermé au public pour éviter les malaises. Et ces fortes chaleurs engendrent des incendies qui se sont déclenchés depuis ce week-end, notamment sur l'île de Rhodes. Incendie également au sud de la Turquie, depuis une semaine, qui subit les pires feux depuis au moins une décennie, avec des températures qui dépassent les 40 degrés. Le bilan provisoire fait toujours état de 8 morts, des milliers d'habitants sont évacués. Une centrale thermique est désormais menacée à Milas. L'Union européenne a envoyé 3 avions bombardiers d'eau. Et le président Erdogan est très critiqué pour la disparition progressive de sa propre flotte de Canadair depuis quelques années. Voilà pour l'actualité à l'étranger. Restez avec nous. On revient dans un instant sur la crise sanitaire en France, également dans les territoires d'outre-mer. À la une de BFM Story avec Alain Marchal, le plan blanc déclenché en Corse. C'est une décision de l'Agence régionale de santé. Il s'agit de mobiliser davantage de moyens d'urgence pour faire face à la flambée des cas de Covid sur l'île de Beauté ces dernières